Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre épisode sur le néo-réalisme italien. On vous invite à aller écouter l'épisode qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est pas trop au moment où on enregistre quand ils sortiront, où Pauline nous parle très bien du néo-réalisme italien. Merci. Et on parle un peu de Fellini, même si ça n'a pas de rapport. Donc aujourd'hui, on va parler des films qu'on a choisis pour cet épisode, mais avant, on va devoir revenir sur les films qu'a vu Frigo la dernière fois, parce Alors que déjà, oui, je bonjour. Il me laisse pas arriver. Parce que oui, je suis avec Frigo, comme d'habitude. Comment tu vas, Frigo ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Et tu vas parler des films de Pauline, Louis et moi, parce que je suis aussi avec Pauline et Louis, comme d'habitude. Salut à tous. Alors, il y a maintenant plus d'un mois et demi, tu as vu nos films préférés de 2023. Ouais. Tu vas faire tes petits retours dessus. Ouais. Avant de commencer, on prévient, ça va spoil salement, sans retenue sur les 3 films. Donc voilà. Vous pouvez passer. Mais on aura oui, un dans la timecode. description, il y a les timecodes si vous voulez pas tous écouter ou écouter. Hein. Enfin voilà, vous vous débrouillez. Et puis Frigo, c'est quand tu veux. Ok, alors attends. Comment on va procéder ? Ce que fou. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai quasiment oublié les films. Non, c'est-à-dire que c'est pas des films qui me sont restés de ouf en tête, pour être honnête. Même si il y en a un que j'ai vraiment bien aimé, mais pas spécialement resté en tête. C'est un peu dommage, mais bon, ouais. C'est comme ça. Ouais. Déjà, on va faire déjà vos avant films, que tu si vous en commences. souvenez. Oui. Oui. Moi, On donne un film. Ouais. j'avais pris Asteroid City de Wes Anderson. Moi, j'avais pris Monster de Hirokazu Koreeda. Et moi, j'ai pris Showing Up de Kelly Richard. Mais déjà, on peut dire que l'année 2022 avait été un peu... 2023. Non, 2022. 2022, pardon. Les films t'ont resté plus en tête que ceux déjà de l'année 2023. Bah ouais, carrément. Ouais. Le film que j'avais élu, si on peut dire ça comme ça, en 2022, je l'ai toujours en tête, quoi. Et c'était les Benchy, là. Ouais, Benji Dinichi. J'ai même celui de Pauline. C'était lequel Et J'aime à déjà la fureur. Oui, c'est vrai que il est moins resté en tête, mais il y a toujours un peu son essence qui vit, quoi, on va dire. Et celui de Louis. Et je m'en souviens plus. Très bien. C'était quoi déjà ? Pour rappel, j'avais pris Moonage Daydream. Ah oui, c'est vrai. Le documentaire sur David Bowie. C'est vrai. Ah, j'étais trop passé à côté. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il m'est pas resté. Et du coup, vos films, est-ce que vous vous en souvenez ? 2023. Alors, du coup, dans les films de 2023, je vais faire comme d'habitude, du coup, en ordre chronologique de ce que j'ai regardé. Et du coup, j'avais dû m'empresser de courir au cinéma parce que sinon, il allait partir et j'allais pas pouvoir le voir. Du coup, c'était Monster, qui était sorti vraiment fin d'année, je crois. Ouais, c'est ça, le dernier L'innocence, mercredi. titre français, si jamais. Ouais, Exactement. Du coup, film qui a été primé à Cannes, si je dis pas de bêtises. Oui, prix du scénario, je crois. Oui, prix du scénario, Et c'est du ça. coup, la palme queer aussi, c'est ça ? Et la Oui. Queer Palm. Queer Palm. Ouais, c'est ça. Et là, au moment où on enregistre, l'actrice qui fait la mère dans Monster a eu aussi un prix de la meilleure actrice aux Oscars japonais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais Japan Film Awards, quoi. Voilà. Je veux juste quand même rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je conseille quand même d'aller le voir avant d'écouter tout ce qu'on va dire, parce que vraiment. ça va vraiment spoil, je le répète. Oui. Et pour ce film, c'est quand même bien de pas être spoil, quoi. Tout à fait. Ouais, surtout qu'il alors c'est celui où je m'en souviens le plus, puis il a été construit quand même en 3 segments. Enfin, c'est un style de narration que j'aime beaucoup, où c'est tout qui converge, on va dire, à la fin, où petit à petit t'as des éléments et tout se replace d'un coup. Tu vois, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je vais déjà lire mes notes. Du coup, c'est un film que j'ai vraiment super kiffé, avec des belles images. Genre, pour le coup, je trouve que les images sont vraiment très belles. J'avais bien aimé la réalisation. Les acteurs, super bons. Parce qu'en plus, c'est des acteurs très jeunes. Oui, les enfants, Ouais. ouais. Et j'ai été choqué, en fait, à un moment de me dire, mais attends, mais c'est des gamins, en fait, que je suis en train de regarder jouer. Genre, c'est incroyable comme ils jouent bien. Ouais. Ça m'a fait le même effet que... tu te rappelles le film que j'avais vu ? C'était un film japonais, je crois. Où c'était des enfants qui allaient à l'école. Bonjour. Mais enfin, du coup, là... Les oui. gosses de Gosses Tokyo. de Les gosses de Tokyo. Ça m'a fait le même effet, en fait. Ouais. Genre Mais, en mode... Koreeda, je crois bien qu'on en avait parlé, du Ouais. fait que Koreeda, c'est quand même un excellent directeur d'acteurs, notamment des enfants, quoi. Ouais. Là, pour le coup, franchement, même effet, genre, trouve vraiment surpris. Les musiques aussi, elles sont super. Ouais. Et l'utilisation aussi du son, elle est super. Genre, vraiment des trucs super cool.
Blablabla. Dernière Ouais. BO de Sakamoto. Hein. Oui, C'est vrai. Ryuichi Sakamoto. Qui est très discrète. Genre, Ouais. c'est pas en mode ça explose de musique, t'as du son tout le temps. Mm. Mais genre, le peu qu'il y a, c'est ce qu'il faut, tu vois. Mm. Et en vrai, vraiment très cool. Repose en paix, Sakamoto. Ouais, du coup, l'ordre du film, enfin, en gros, comment le scénario, comment ça a été fait et tout, j'ai vraiment bien kiffé. Qu'est-ce que j'ai écrit? L'idée de tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que t'as un peu le truc où c'est tout le monde qui a des choses qui cachent les uns aux autres et qu'ils essayent de vivre avec, machin. Ce qui est un truc qui est peut-être très asiatique, on va dire, un peu de. Je sais pas. Peut-être d'avoir beaucoup de difficultés, de devoir les cacher, d'y surmonter, de machin. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient assez souvent, tu vois. Et je trouve que c'était cool, tu vois. Et voilà, c'est ce que j'ai noté. Ça m'a fait penser à des moments à mon voisin Totoro. C'est vrai que je m'en souviens. Et je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un peu le truc, on va dire, jardin secret. Ok. Ouais. Endroit un peu caché où. Ok, ouais. Tu vois, c'est genre, tu passes par un endroit anodin, mais ça montre un peu, genre, leur endroit rêvé, tu vois. Ça m'a un peu amené à ce truc, tu sais, un peu fantasy, comme dans mon voisin Totoro, tu vois. Et j'avais vraiment bien aimé. Et bon, après, la fin ne vaut pas le détour de ce que j'avais écrit. Mais j'avais bien aimé. Surtout que la fin reste ouverte, entre guillemets, même si je pense que ils sont morts entre nous. J'entends. Voilà, Oui, ça mais peut. j'avais bien aimé surtout que ça. En fait, tu comprends pas. Au début du film, tu comprends pas vraiment ce que tu regardes, quoi. T'es un peu en mode. Ok. Il y a un bâtiment qui vient d'être brûlé. Du coup, tu vas suivre c'est qui a mis le feu. Pas du tout. Et t'es un peu en mode pris de court, en mode attends, mais on s'en fout du coup, pourquoi ça a brûlé, machin, blablabla. Et petit à petit, t'as les trucs qui se remettent et tout. Et genre, t'es en mode ok, tu te comprends les trucs, mais en fait, le sujet est totalement à côté, même au début où. Tu suis un des deux personnages principaux, et j'aurais pas les noms parce que je les ai oubliés, je les ai pas notés. Ouais, je sais pas. Ou genre t'es là en mode ah ok, il y a un truc avec lui, puis après sur le côté tu fais attends mais et lui il est méchant, mais en fait non. Et à la fin tu te rends juste compte en fait que c'est ça a juste rien à voir, en gros c'est genre une histoire d'amour entre deux garçons, tu vois. Et que c'est genre c'est pas en mode tu galères à y comprendre, mais genre en mode c'est jamais vraiment expliqué, et juste ça rend le truc hyper pur et hyper bien fait, je trouve. Genre ça rentre pas dans un truc en mode vous avez vu, ils sont gays, ils sont jeunes. Genre non, c'est juste ils savent pas trop comment gérer ça, ils savent pas trop comment ils doivent faire. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment super cool, Oui, et super bien fait. Au final, il reste que des enfants. Et c'est assez Oui. beau, en fait. C'est Et justement, le titre français, et même si j'aime un peu moins que Monster, il est bien trouvé quand même, l'innocence. Ouais, c'est vrai. Parle de ça, quoi. De ouf. Et je trouve que c'est cool que ça transmette une image enfant là-dessus, malgré que ce soit genre une personne adulte qui ait fait ça, tu vois. Surtout que Koreda, c'est pas du tout un vécu qu'il a eu, quoi. Non. Enfin, donc c'est moi, Enfin, c'est pas du tout violent. ce à quoi je m'attendais en regardant le film, tu vois, quand j'ai vu le plot, le plot twist, quoi. Je Ouais. me dis, ah ouais, d'accord, Koreda, ça semble quand même assez juste dans ce qu'il a écrit. Ouais, c'est vrai. Et bravo, hein, belle écriture. Ouais. Elle a Non, gagné le prix du Le scénario. prix du scénario, et Koreda écrit très très bien sur la société japonaise aussi, par rapport à des sujets quand même très sensibles, et notamment ça c'est aussi assez sensible au Japon. Et je trouve qu'il le fait d'une certaine beauté, et qui n'est pas non plus appuyé là-dessus, tu vois. Genre, il le reste vraiment, tu l'as dit, pur, quoi. Je sais pas, je trouve Et, ça reste simple, quoi, et c'est vraiment bien que ça reste simple. et dans son scénario où tu dois toi-même imbriquer tout ce qui passe, tous les éléments que tu as, et je trouve ça vraiment très malin et très beau, en fait. Ça rend Et vraiment je le suis truc, totalement d'accord. Et niveau son, il y a des trucs super cool, par exemple, où au tout début, genre c'est un peu sur la fin de la première partie, tu vois, et tu commences à entendre genre de la musique, et d'un coup t'as des trompettes par-dessus, t'es en mode wesh, mais Oui. et ça sort d'où, c'est pas beau, et en fait petit à petit tu t'entends le son encore une fois, tu dis attends, mais du coup genre c'est un rappel, ou est-ce que c'est un truc qui est dedans, et en fait à la fin tu comprends que c'est quelque chose qui est dedans, tu vois. Elle est belle, cette scène avec la directrice et l'enfant, je trouve. Ouais, elle est super cool. La directrice que tu découvres au début, tu te dis mais elle est complètement inhumaine, en fait, Ouais. et t'as envie de la tarter.
Et puis, au fur et à mesure que le film avance, tu te rends compte qu'elle a aussi une histoire et que ça la touche. Enfin, je la trouve beaucoup plus humaine après. Et c'est vraiment un très beau film. Ouais, je suis d'accord. Même les personnages secondaires, évoluent. Il n'y a pas de. Enfin, à part tous les élèves, etc., tu vois, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de gens en second plan. Genre, la mère, quand même, et le prof. Ouais, mais. Les personnages secondaires, quand même. Bah, en vrai, oui et non, parce que. Oui, non. Ouais. C'est quand même. T'as quand même des. Oui, t'arrives à comprendre les problématiques qu'ils ont, etc. Genre, puis il y a des grosses parties depuis leur point de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est super cool parce que, en fait, les personnages principaux, au final, ils sont pas là super. Enfin, c'est pas concentré que sur eux, tu vois. Mais t'as quand même l'impression d'avoir passé tout le temps à étudier eux, même si c'est pas leur point de vue, tu vois. Je sais pas. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le film. C'est vraiment un super bon film pour le coup. J'ai mis un 4,5 sur, un 4 sur 5. Mais en vrai, c'est un 4,5 sur 5. Parce que tu savais pas comment le noter en sortant du cinéma, c'était un petit peu. Mais là, vraiment, en fait, c'est. En reparlant, en fait, je me rends compte, genre, en fait, non, c'est juste un bon film, tu vois. Ok. Et je reviens sur mon 4, c'est un 4,5. Genre, vraiment, pour le coup, vraiment, j'ai bien aimé ce film. T'as mis 4 ? J'ai mis 4. Ah, il me semblait 4,5, mais je sais pas si tu mets des demi-étoiles. Mais peut-être que j'ai rechangé après en 4,5, c'est possible, je sais plus ce que j'avais fait. Je sais pas si tu mets des demi-étoiles ou pas. Donc, si, ça dépend. Ça dépend, ouais. Je crois que t'as mis 4,5. Du coup, 4,5. Monster rentre dans le panthéon de tes films du podcast. Du coup. Ouais, carrément. Ouais. Mais tu vois, tu disais qu'aucun film de 2023 t'avait marqué, même celui-là. Au final, même quand on parle là un peu. En fait, il m'a marqué dans peut-être sa mise en scène et sa réalisation. Et bon, quand même, le sujet abordé, tu vois, c'est pas un truc que t'as l'habitude de voir. Mais c'est pas un truc où le film, il me revient en tête, où il y a peut-être un truc dedans où je fais, ah oui, ah ok, ouais, ça me fait penser à. Tu vois, genre, c'est pas. Ça s'imbrique pas dans mon quotidien, on va dire, tu vois. Oui, okay. C'est moins lié à mon histoire, on va dire, que d'autres films, par exemple. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Toi, attends, Deka, tu l'avais revu, toi, avec moi, du coup ? Et ce revisionnage, il t'a apporté quoi ? Bien, j'ai encore lâché une larme. Mais genre, ça t'a apporté des trucs en plus ? Ou pas plus que ça, non. Ok. Du plaisir. Okay. Tu l'avais vu à Cannes ? Oui. Ok. Oh, ça doit être cool, ça. Oui. C'est, je crois, le premier film que j'ai vu au Grand Théâtre de cette année-là. D'accord. Et j'ai fait... cette année va être incroyable. Ça aurait pu être une palme d'or, en vrai. Vraiment. Ouais. Puis j'ai pris une photo avec Correda aussi. Après, oui, c'est bon, arrête de flex, là. Youth flex. Ok, bah écoute, je vous propose de passer sur Showing Up, du coup. Qui, je sais pas où est-ce qu'il est dispo maintenant, parce que je crois qu'il était sur Canal, si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit toujours être sur Univers Ciné, je crois. Ouais. Il est plus sur Canal ? Je sais pas, mais Univers Ciné, c'est sûr, si jamais. Non, il est plus sur Canal. Il est plus sur Canal. Ça va vite, hein. Parce que oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais je pense que Monster sera disponible peut-être milieu d'année, non, un truc comme ça. C'est 4 mois maintenant, je crois. Ouais, donc ça devrait arriver. Ça devrait pas tarder. Bientôt. Ok. Bah voilà, du coup, Showing Up, alors. Un peu mitigé, Showing Up, du coup. Parce que je m'attendais à rien. Et c'est un peu, j'ai regardé le film et je me suis dit, ok, genre. Un peu dans du qu'est-ce que je viens de voir, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Donc je vais vous lire quand même ce que j'ai écrit. Donc, un film un peu mid pour moi. Faut le voir 2 fois. Je pense que non. Mais genre un peu film, genre. Un peu film. Un peu mid, pardon. Ouais. Bon, j'ai pas été transporté par l'histoire. Genre. Oui, mais on s'en fiche de l'histoire. Écoute, mais même genre de cette proposition en fait de film. Genre, mais on s'en fiche de la proposition. Non, justement, genre oui, je vois. Ce type de truc où c'est juste en mode. Faut vibrer, quoi. Non, mais genre, regarde, il se passe quelque chose. Enfin, genre, regarde, il se passe rien. Et après, tu pars, genre. Pourquoi ? Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas en mode tout doit avoir un message, une signification, tu vois, mais c'est juste en mode, je me dis, ok, mais. Il a pas vibé, quoi. Ou c'est même en mode, j'ai pas été spécialement. Ça m'a pas intéressé, j'ai pas été diverti. Pourquoi, en fait ? Genre, pourquoi avoir fait ça, tu vois ? Mais bon. Je crois que je comprends un peu. Parce que c'est vrai que. Donc, moi, je l'ai vu qu'une seule fois aussi. Mais à la fin du film, j'étais un peu comme toi, j'étais un peu en mode, ouais, c'est un peu mid. Et en fait, le film m'est quand même resté en tête. Je sais pas l'expliquer, mais j'ai des moments du film qui me reviennent en tête. Et je me dis, c'était quand même bien. C'est la magie Richard. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre
C'est un peu, je crois que je l'explique dans l'épisode 2023 quand on en parle, que le film me revient de temps en temps et que en fait je me dis mais en fait c'était pas si mal. Bah, franchement moi pas du tout. Ouais. Tu veux dire un truc, Pauline? Ouais, non, 2 choses. Déjà, depuis que je l'ai fait, je me suis mis à faire des sculptures en terre, en argile et tout à mon taf. Et du coup, à chaque fois, je me prends pour le personnage dans Showing Up et c'est incroyable. Genre, je passe de l'ASMR film à l'ASMR IRL de faire de l'argile, quoi. Et non, et deuxième chose, tu parles de la magie Richard et tout, et du coup, ça me fait penser que en ce moment, sur Arte, il y a son film Certaines femmes qui est dispo. S'il y en a qui... Vu que Deka, il a déjà parlé de 2 films de Kelly Reichardt, et bah, t'as dû le voir, celui-là aussi. Ouais, j'ai tout vu. Voilà, t'as tout vu. Et c'est un de mes préférés, pour le coup. Bah voilà, du coup, je me disais, ça pouvait être la... oui, mais enfin, tous, c'est un de mes préférés. Okay. Certaines Women. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le recommander, puisque c'est gratuit sur Arte. Ouais. Ok. Mais tu sais que je me suis baladé un peu à Terreau, à Lyon. Ouais. Et il y a plein de trucs de poterie, de céramique, de tout ça. Je meurs d'envie d'en faire. Vraiment, ça sent énormément la bœuf aussi. Ça va avec. Ouais. Peut-être. Mais ça coûte tellement cher, putain. J'ai trop le seum. Genre vraiment, j'ai tellement envie d'en faire. Après, je pense à Showing Up et j'ai envie d'en faire. Mais... En vrai, par contre, alors que moi, je suis payé activité pour faire cool. ça. Toi, t'es payé. Mais ça me rend fou. Genre, elle vit ma vie de rêve. C'est une dinguerie. En vrai, par contre, là, vraiment aparté. Mais genre, c'est un truc, genre, si t'as besoin d'être détendu, genre, à ce qui paraît, c'est une dinguerie. Bah, dis-nous, Pauline. Oui. Et c'est dur, vraiment, du coup? Bah, elle, ce qu'elle fait, c'est tout à la main. Donc ça va, enfin faut juste être un peu créatif et artistique, ce que je suis pas spécialement, donc je fais des bols et des pots d'eau, tu vois. mais par contre, ce qui est hyper dur, c'est d'utiliser le tour, de faire des trucs où tu dois tourner de la poterie, quoi. C'est très très dur, ça. Mais ce qui paraît, c'est très satisfaisant. Un jour je serai riche, je pourrais en faire. Peut-être, on sait pas. Non. Et j'ai pu élucider un mystère, du coup. Le son? Qui est le son. Genre, pourquoi tu kiffes tant Kelly Reichardt? Alors, juste, quand même, je tiens à dire, j'ai vu 2 Kelly Reichardt, les 2 pas transcendés. Il est possible que je sois misogyne. Non, il est possible que juste... on va s'arrêter là avec Kelly Reichardt, c'est bon. Non, je pense que c'est juste que ça me parle pas, parce que c'est pas mon truc qui me... On va essayer. Écoute, oui. Après, qui sait, peut-être que le 3e, c'est le bon. On sait pas. On ira le voir. Écoute, est-ce que tu me fais une promesse? Vas-y. Le prochain Kelly Reichardt, on va le voir au cinéma. Vas-y. Allez. C'est scellé. À part si c'est à Cannes, là, j'avoue, je t'attends pas. Ouais, puis je viendrai pas. Tu reviendras tu retourneras le frigo. Ouais, vas-y. Imagine tu l'aimes pas. Impossible. Ok. En fait, c'est impossible parce qu'il y a des trucs dans son cinéma qui, même quand elle me montre des trucs que je m'en fous, genre je vibe en fait. Ok. Après, donc en fait, je pense que c'est vraiment impossible. Après, c'est ton kiff aussi, un peu les trucs contemplatifs comme ça, tu vois. Ouais. Après, tu vois, celui que j'ai le moins aimé d'elle, c'est Night. Pas Night Move, un truc comme ça. Night. Mince. Ouais, mince, j'ai oublié le titre. Mais en fait, elles sont plus. On va dire. Terre à terre. Non, pas commercial, mais elles sont plus basiques, quoi. Il y a moins de saveur. Est-ce qu'on serait pas quand même dans un bel exemple du cinéma temps? De l'image temps. Si, carrément. Carrément. C'est des scènes qui durent une plombe. J'ai vérifié le titre. Il y a Night Moves, je crois. Night Moves? Ouais. T'as vérifié? J'ai vérifié. Okay. C'est un film de Kelly Reichardt qui s'appelle Night Moves. Ouais, donc c'est bon, j'avais alors. Ouais, bah en fait, elles sont plus traditionnelles, on va dire, et ça m'intéresse moins. Okay. Et tout le reste, quand elle est dans son délire, j'aime. Ok. Mais du coup, pardon, je t'ai coupé. Par rapport au son, en fait, ce que tu kiffes, du coup, moi je le savais déjà, mais t'es une personne qui kiffe la SMR. Un peu. Et il y a un truc, en fait, alors, faut savoir que j'ai regardé le film au casque, donc du coup, j'étais un peu plus immergé dedans, mais je pense que genre, j'en avais besoin pour essayer d'entrer dedans, tu vois. Et en fait, le son est extrêmement détaillé. En fait, c'est-à-dire que tout ce qui est censé être entendu, pas en mode ce que tu vois à l'écran, juste tu vas voir le personnage principal qui est en train de modeler un truc, faire de la sculpture. Et ben en fait, tu vas entendre sa main qui touche le truc, tu vas entendre le bruit de l'argile, tu vas entendre les bruits des vêtements, peut-être tu vas voir les craquements de la chaise, tu vas voir le bruit ambiant, t'as beaucoup de... Tu as du bruit comme ça parce que bah, c'est comme ça, tu l'entends respirer, t'as pas forcément de bruit, mais juste en fait, en termes de son, c'est ultra fourni, genre c'est pas que t'as énormément d'informations, mais en fait c'est juste détaillé un peu. En fait, c'est juste que s'il y a pas tout ça, en fait la scène elle est pas animée.
Parce que genre le plan il est tellement long, genre en général c'est des plans fixes en plus, de genre 1 minute ou 2 minutes, où je vais pas dire il y a rien à montrer, mais genre c'est pas en mode, il y a pas beaucoup de dialogue, il y a pas beaucoup de trucs, même les dialogues ils sont c'est plat, tu vois. Mais dans tout ce qui se passe, genre t'as beaucoup de trucs, genre je pense à une scène où elle est dans son garage en train de modeler un truc, t'as la porte ouverte. Bah déjà genre t'as un truc en mode ah bah la porte elle est à droite, du coup t'as genre le son il est différent à droite parce que bah le portail il est ouvert, donc t'as un son différent, t'as tel truc, et en gros genre tout ça participe un peu au ce machin de ASMR, tu vois. C'est très détaillé. Prend vraiment le son en compte dans ce film. Mais qu'on aime ou pas, au moins il y a vraiment un travail de son, tu vois. Mais à des moments un peu trop, parce que j'ai l'impression que c'est du post-prod pour le coup. C'est possible, hein, bah oui. Et il y a des trucs, il y a des moments où c'est un peu trop détaillé, t'entends presque limite en fait que ça a été refait. Je pense, tu vois, il y a... Bah vas-y, casse mon micro. Je vais taper dedans. Il y a une scène où ils sont dans un bureau. En gros, elle a son bureau genre à l'école, et t'as un mec qui tape. Oui. Et vraiment, t'entends genre... Splendide. Le frérot, il est sur un clavier mécanique, alors qu'en fait, il a un Mac Air qui fait pas de bruit. T'es en mode, ça fait quand même beaucoup de bruit, tu vois. Et à un moment, tu le vois, il est pas en train de taper, t'entends. Tu fais, ok. Un peu trop, tu vois. Et même à des moments, genre, t'as des trucs où tu sens que c'était des trucs frottés devant le micro, des machins, genre. Enfin. Il y a beaucoup de sound design, quoi. Ouais, c'est vraiment détaillé, c'est bien. Mais à des moments, en fait, c'est juste que. On dirait que ça a été là en mode, ok, faut que ce soit là, tu vois, et t'as un peu trop, à certains moments, je trouve. Ouais, parce que genre, c'est un peu en mode. C'est pas en mode ça m'a fait décrocher, mais je me suis dit, attends, mais moi, de ce que j'entends, genre, comparé aux autres trucs, ce son-là, il est pas dans la même pièce, tu vois, par exemple. Ouais, mais attends, t'imagines le niveau d'oreille pour arriver à te dire, là, ce son, il non, est vraiment dans pas... un 4 mètres carrés, alors que l'autre, il est dans un 2 mètres carrés. Donc, non, c'est pas ça, c'est que quand t'entends un truc totalement étouffé, que t'as un truc d'une pièce qui résonne, techniquement, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Genre, si tout le son, genre, c'est des trucs étouffés, d'un coup, t'as un truc en mode ching qui résonne de ouf, t'es en mode, attends, mais pourquoi ça sort d'où? Mais du coup, c'est ça que tu kiffes. À des moments, ça sort un peu du truc, parce qu'il y en a un peu trop, donc ça marche pas tout le temps. Mais qui suis-je pour critiquer? Parce que en vrai, je pense pas que j'aurais réussi à faire autant de trucs aussi cohérents, tu vois. Genre, je sais pas qui a fait le son, mais genre, je peux regarder si tu veux. Bien joué à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai bien aimé le grain de l'image, par contre. C'est un peu. Est-ce qu'il est tourné en 35? Je sais pas. T'as beaucoup ce grain pellicule, justement, genre un peu en mode. Qui va avec le son. Il y a une homogénéité du tout. Ouais, je suis d'accord. Un ASMR visuel. Je suis vraiment d'accord. Pour le coup, je suis vraiment d'accord. Il y a juste des trucs aussi à des moments sur le cadrage où je souffle un peu. Genre, t'as un moment, t'as un zoom sur une fenêtre d'un bâtiment. Et genre, le zoom, il est laborieux. Genre, vraiment, Et c'est ça qui est beau dans le cinéma de Richard. Non, mais t'es vraiment. C'est qu'elle tremble. Elle est là, elle tremble. Elle va à gauche, elle va à droite. C'est beau. Gros, vraiment, j'avais l'impression de voir une personne avec un truc beaucoup trop lourd dans les mains qui était en mode. Vas-y, fais-le. Elle voulait pas lâcher, tu vois. J'étais en mode, mais c'est bon, stop. Genre, là, tu peux couper, tu vois. Tu veux savoir qui est au son? C'est elle? Non. Ah non, c'est pas que. Non. Il y a combien de gens au son normalement dans un film? Ça dépend. Si le son a été genre refait totalement en post-prod, tu peux avoir une dizaine de personnes parce que facilement. t'as les mixeurs, t'as les sound designers. Il y a juste écrit sound. Bah, ça dépend. Ouais. Tu peux avoir beaucoup de gens. Composeur, Ethan Rose. Et en son, j'ai Ronnie Pilcher, Sean Brennan, Tony Volante, Ryan Collison, Leslie Bloom, Christian Dolan, Daniel Timmons, Nick Seaman, Ben Mercer, Connor Nagy, Josh Millman. Ils sont 11. Ah, pas mal. Ouais, mais après, regarde, tu dois avoir genre un chef-op, t'as dû avoir peut-être 2 ou 3 perchman sur les trucs parce qu'il y a quand même beaucoup de sons en direct. Et imaginons que t'aies une équipe derrière entière de gens qui ont fait de la post-prod pour du bruitage, c'est juste les gens qui ont travaillé, quoi. Non, parce que il y a vraiment beaucoup de gens sur ce film quand même. Après, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont mis de leur patte. Genre, il y en a un, il a donné juste un bruit de talon. Ok, t'es mis dessus. Ouais, mais il serait peut-être pas sur Letterboxd, je sais pas. Je sais pas. Non, mais il y a ceux qui travaillent au son sur le tournage, je pense, et ceux qui travaillent en post-prod après. Ouais, mais on a parlé. Alors. Ouais, t'as pas les détails, quoi. Non. Par rapport à l'histoire du 35 mm, si j'en crois un article que j'ai trouvé sur Kelly Reichardt et son chef-op,
ils auraient voulu tourner en 35 mm, mais ça coûtait forcément plus cher. Et du coup, ils ont cherché à recréer la texture du 35, mais en numérique. Ouais, qui est bien recréé, je trouve, parce que genre, tu pourrais t'y méprendre. Stunts, c'est les cascades. Ouais. Oui. Pourquoi il y a 5 cascades? Je sais pas. Tu imagines C'est même des pas. emplois fictifs. Non, mais en vrai, je pense que c'est utilisé beaucoup pour les doublures, et ça se trouve, il y a des doublures main pour faire la poterie. Ah, c'est considéré comme cascade. Oui, Ouais. Stunts, Ok. c'est souvent les Je pense. C'est vrai que c'est pas impossible. Il y a peut-être les dresseurs, parce qu'il y a le pigeon aussi. Je voulais en parler de ce pigeon d'ailleurs, qui est le fil conducteur de ce film. Un putain de Putain, pigeon. comment c'est nul la fin. Je vais péter un Non, câble. mais frérot, Non, alors- écoute, c'est pas possible au bout d'un moment. Non, franchement, je suis désolé, mais je trouve. En fait, il y a un truc qui est bien construit en mode. T'arrives à voir que genre son travail, il la bouffe petit à petit, machin, parce que genre c'est de plus en plus oppressant et tout. Et en fait, le pigeon, c'est vraiment une colombe blanche de libération. Et Magnifique. non, non, en plus c'est vraiment en mode. Oh non, le pigeon, on va chercher des clopes, oui. Tout. En plus, la musique, elle est trop Parce que bizarre. rien n'a de- La musique. Ah, la musique est trop bien. Incroyable cette musique. Enfin, genre. Vraiment, ce pigeon, et j'étais en mode, mais je veux pas le voir, j'en ai marre de voir ce pigeon. Genre. Il est trop mignon. Le goût. Ouais. Ouais. Bah écoute, le prochain film que je vois où le fil rouge c'est un pigeon, je crois que je le regarde pas. Aïe, coup dur pour Vaillant Pigeon de combat. Enfin bref, mais du coup, voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film de Kelly Richard, auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Pas horrible, hein. Ça va. Non, en vrai, honorable, en vrai. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas aimé non plus. Mais c'est en mode, bah j'ai quand même, enfin, j'ai pas passé un mauvais moment, donc voilà, genre. Et tu l'as oublié instantanément. Ouais, quasi, ouais. Ah ouais, je pensais regarde quand même des- que les jours d'après, ça avait un peu... Non, genre ça revient de temps en temps des trucs, mais Ouais. je suis en mode, oui, bon, Ouais, bon, bah. voilà. Même, non, il y a un dernier truc, c'est qu'ils ont, il y a genre une symbolique d'une de ces pièces, par contre, que je trouve genre vraiment, enfin, c'est intelligent pour le coup. Ah, ok, j'ai peur. Mais je trouve ça en mode, sur le moment, ça m'a presque fait souffler, mais c'est genre, sa dernière pièce qu'elle fait, du coup, c'est un peu le moment où c'est genre ultra stressant pour elle, Ouais. et bah elle brûle. C'est un peu un burn-out, quoi. C'est beau. Et oui. C'est beau. En fait, Ça, il y a c'est juste ce aussi, truc où j'étais là en mode, ok, c'est intelligent, mais en même temps, genre, on l'avait remarqué, tu vois. Rien à voir, mais je me dis, Pauline et moi, on l'a vu en salle. Ouais. Louis, tu l'as vu Sur mon PC. sur ton PC, toi aussi. Et on a eu quand même un ressenti différent. Peut-être que la salle peut amplifier un peu. T'es un peu bercé dans ton siège Mhm. aussi. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Je sais pas. J'aurais. Je sais pas. Je pense que je l'aurais vu en salle, j'aurais fait que de bouger, j'aurais fait en mode. Putain, c'est pas fini. Bon, allez, passons à la J'enfermais là suite, pendant encore 2 heures. Ouais. Et du coup, la suite, passons à Orgueil. Et non, je rigole, mes notes elles sont bougées. Ah oui, non, passons non, à Asteroid On part pas City. sur Orgueil et Préjugés, parce que On ça va pourrait. très mal se passer cet épisode. C'est peut-être le dernier du podcast, là. Attends, je regarde. Après, on est à peu près au même niveau qu'Orgueil et Préjugés. Oh non. Au-dessus ou en dessous? Légèrement au-dessus, mais normalement, c'est le même niveau. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Asteroid City, que j'ai mis 2 sur 5. Oui. Bon, Généreux. en gros, déjà. Non, parce que, en fait, il y a un truc, c'est que Orgueil et Préjugés, j'ai pas aimé, mais parce que genre, vraiment beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Et genre, pour le coup, Asteroid City, j'ai pas aimé, mais parce que c'est un peu comme toi, où je suis en mode, bah, je suis exclu du club. Mais après, je peux pas non plus dire, bah, en fait, le film est mauvais, tu vois. Alors que tu peux le dire sur Orgueil et Préjugés? Ouais. Quoi, c'est une œuvre littéraire indémodable, m'en bats les couilles. On me bat les couilles. Vraiment, Ronaldinho, machin, m'en chouette. bats les couilles. Mais du coup, alors globalement, j'ai pas aimé. Du coup, ouais, vraiment même avis que toi. Genre, bah, j'ai l'impression de pas être invité à la fête. Puis vraiment, pareil que pour toi, genre, je trouve il y a pas de vie. Alors, je pense que c'est voulu que bah, c'est des trucs théâtrales et que je sais pas. Je trouve vraiment c'est un peu en mode bonjour. C'est des PNJ, genre les gens ils ont les bras tout droits et ils se parlent, ils interagissent entre eux. tu vois. Bienvenue chez Wes Anderson. Non, mais genre, vraiment, j'ai pas vu d'autres films, mais je trouve sur ce film, c'est vraiment en mode. T'as l'impression à des moments, ils avaient un couteau sous la gorge, tu vois, genre. Ok. Après, c'est un peu l'ambiance du film qui veut ça, etc. Mais je sais pas, je trouve il y a vraiment aucune vie qui en dégage. C'est vraiment ultra carton-pâte, surtout dans les décors, même si les décors sont cool. C'est ce que Ouais. j'ai mis, d'accord. C'est du un Wes gros Anderson. travail de décor. Les décors sont au moins vraiment 11 dans les décors.
Peut-être, oui, je pense. Attends, je vais regarder. Bah, les décors chez Wes Anderson, c'est super important. De toute façon, il y a toujours ce côté carton-pâte. Voilà. Dans The Grand Budapest Hotel, c'est vraiment une maquette, une maison de poupée qui filme. Et puis après, c'est tout le décor du film, quoi. Bah, je trouve que c'est un peu pareil, mais je trouve que là, genre, en fait, t'as l'impression que les personnages, c'est du décor, en fait. Et t'es un peu en mode, bah, ok. Est-ce que j'avais envie de voir ça? Je ne sais pas. J'ai vu la ref à Bibi et Coyote. T'as vu? Ça, bon, bah oui, quand même. c'est cool. Au Alors, début, en fait, je l'ai vu, j'étais en mode, est-ce que... Il y a une personne au décor, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes en direction artistique. Ouais. Donc, Moi, je pense qu'ils étaient plus quand même. Hein, parce que... voilà. Et Après, c'est la personne qui a moyen, designé les décors. Après, il les fabrique Ouais. Ah oui, c'est vrai. avec des menuisiers, j'en sais rien. Peut-être qu'après, il est très. Peut-être qu'il fait tout quasiment lui sur les décors. Hein. Peut-être. Très bonne question. Je le connais pas assez pour pouvoir te dire. J'ai pas été fan aussi de la couleur de l'image. Genre ce truc un peu film mexicain, on va dire. Enfin, film désertique en mode l'image est orange. Ok. Bienvenue chez Wes Anderson. Non, enfin, genre, j'ai un peu je pense que je suis juste pas fan de sa patte sur ce film, parce que je suis pas d'autres films en fait en référence pour pouvoir vous dire. Tu serais pas fan non plus. Non, ouais, je pense pas, hein, mais voilà. Si t'aimes pas un Wes Anderson, tu n'aimeras pas les autres. Après, c'est sûr. je l'avais dit, je crois, pendant l'épisode, mais genre j'étais quasiment sûr de pas l'aimer. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah moi j'étais aussi quasi sûr que tu l'aimerais pas, donc je t'avoue je suis pas hyper surprise. Après bon voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire parce que bah mine de rien c'est quand même bien fait, tu vois, genre c'est bien réalisé. J'ai pas grand chose à dire, genre c'est ce que je me réfère beaucoup à ce que t'avais dit en mode les pannes à gauche, pannes à droite, machin, blablabla. Genre ouais, c'est des trucs où tu vois, genre même dans la technique comment c'est fait et tout, genre bah j'ai rien à dire en fait, genre c'est bien fait, tu vois. Mais bah j'ai pas été enclobé là-dessus. Il y a un truc, alors je pense que c'est voulu et je l'espère, mais il y a beaucoup de faux raccords et vraiment des faux raccords quoi. C'est pas chier, non, j'en sais rien. T'as un moment, t'as des chants contre chants sur les bungalows. Ouais. T'as les gens, ils bougent d'une image à l'autre en mode c'est normal. Le mec d'un coup il est debout, après il est assis alors que tu le revois en assis. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Et j'espère parce que. Oui, sinon c'est un peu quand même. Si c'est aussi gros que ça, je pense que c'est fait exprès. Mais j'étais en mode ouais. Après tout le reste, l'histoire pas transportée, la musique pas transportée. Ah ouais. Non. Okay. Vraiment, j'ai même aucun souvenir de la musique pour te dire. Il y a une petite musique aussi qui fait genre. Non, pas moi. T'as préféré le générique de Chewing Up? Non. Non, vraiment pas. Okay. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film? Je sais même pas. En fait, honnêtement, je sais même pas. Tu te perds un peu à des moments, je trouve, sur tous les allers-retours qu'il y a entre noir et blanc et couleur. À un moment où j'étais en mode, attends, mais je comprends juste plus ce qui se passe, tu vois. Il y a du noir et blanc? Bah oui. Ah ouais, je me souviens pas. Moi, j'ai vu le film quand même. Non, mais... C'est vrai? Oui. Ah, ok. Et je trouve malgré le casting 5 étoiles, comme on dit, genre pourquoi autant de grosses têtes pour au final voilà quoi. Non, bah ça c'est Wes Anderson aussi. En fait, tu peux juste justifier en mode c'est Wes Anderson. Ouais, c'est un peu. Oui. D'accord, mais enfin. Non, pour le coup, c'est casting 5 étoiles. Ouais. Après. Il en joue énormément. Non, mais bien sûr, il en joue. Mais genre, selon moi, on devrait. Enfin, tu vois, ça devrait pas être un argument. Oui. Genre, les acteurs, ils devraient pouvoir faire, peu importe leur notoriété, des petits rôles comme des gros rôles. Enfin. Ah, mais ça, j'ai pas dit. Parce que je pense pas qu'ils les utilisent parce que c'est des gros acteurs pour ramener du monde. Je pense qu'ils les utilisent parce que c'est ses potes et qu'ils kiffent toujours tourner dans un Anderson, quoi. Alors, pour le coup, je dis pas le contraire. Mais c'est juste que sur l'affiche, quand tu vois autant de noms, t'es en mode vu le casting, ça peut être qu'un bon film, tu vois. Comme Dupieux. Et en fait, à la fin, c'est pas un bon film. Bah, je sais pas, j'ai pas la ref. Si, c'est bien. Dupieux, c'est bien. Et du coup, c'était en mode bon. Okay. Gratuitement. Si après, bon, il y a des trucs marrants, genre t'as Hal de Malcolm, tu vois, genre trop cool. Il y a le mec de. Bryan Cranston, oui, quand même. Oui, j'ai pas les noms, écoutez. Le chef de The Office aussi, tu vois, genre super drôle de le voir, tu vois. Oui, Steve Carell, oui, qui ont fait quand même beaucoup d'autres choses que Malcolm et The Office. Mais je sais, mais après, juste Steve Carell encore The Office, bon. C'est juste que je parle aussi au plus grand nombre, tu vois, genre si je te sors un truc vraiment hyper niché qu'un des deux a fait, genre les gens vont faire je trouve que c'est très green flag de dire Hal de Malcolm pour Cranston plutôt que Heisenberg de Breaking Bad. Ouais, c'est vrai. C'est très déjà j'ai pas regardé Breaking Bad.
Non, mais puis mais je trouve qu'il y a un côté un peu gonflé. Non, mais puis t'as raison, parce que Malcolm, c'est mieux que Breaking Bad. Ah, c'est possible. Parce que Breaking Bad, c'est de la grosse merde. Allez, hop. Tu penses vraiment? Je n'ai pas du tout aimé. J'ai fait que 2 saisons et demie et Allez, autre chose. Ok. Moi, Malcolm, je pourrais regarder sans arrêt. Mais Malcolm, j'adore aussi. Voilà quoi. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Genre vraiment juste, c'est pas fait pour moi, je pense. Non, c'est pas grave, je m'y attendais un peu. À la base, je voulais pas forcément choisir ce film en me disant que t'allais pas aimer. Après, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai des trucs à dire dessus. Il est pas là pour aimer ça. Bah, en vrai, non, je suis pas. Je suis là pour donner mon avis. Ah oui. Donc, si j'aime pas. C'est toujours bien. Si j'aime pas et que je peux le justifier, tu vois, c'est cool. Genre là, en vrai, c'est un film, je l'ai pas aimé, je pourrais pas vraiment justifier. Genre en mode, je suis pas invité, tu vois. Oui, c'est un délire qui peut vite laisser en dehors. C'est pour ça j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup le cas de chez Wes Anderson, en fait. Quasiment tous ses films sont un peu comme ça. Soit t'aimes bien et que t'aimeras toujours, soit t'aimes pas du tout et tu n'en aimeras aucun. Ça, je suis pas d'accord, mais... Moi, je trouve que c'est un peu de ça. Des gens que je connais qui aiment pas et qui aiment beaucoup, il y a un peu ce genre de 2 équipes. Non, évidemment, tu peux. Parce que c'est comme avec tous les réalisateurs, t'es sensible ou non à un style. Et mais là, son style est très marqué, en fait. Oui, je sais, mais par exemple, moi, j'ai pas du tout aimé The French Dispatch. Ah oui, par contre. Quelle torture! Là où les gens qui aiment beaucoup Wes Anderson me disent du mal de The French Dispatch. Je l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai pas encore vu. Mais... Non, pas tous du tout. Hein. Ah ouais, non. Enfin, pour moi, c'est pas du tout aussi clivé que ça. Ah ouais, pour moi, c'est assez clivant, Wes Anderson. De mon entourage, en tout cas, c'est assez clivant. Ah oui, c'est clivant, mais pour moi, c'est pas une opinion clivée en mode soit t'aimes tout, soit t'aimes pas. Genre. Je pense que tu peux être nuancé, mais en fait, il faudrait que j'ai plusieurs films de référence pour vous dire si j'aime pas la personne. Mais tu vois, par exemple, je pense Frigo, il regarde Moonrise Kingdom, ça peut beaucoup plus lui plaire. Oui, je pense aussi. Parce que c'est déjà quelque chose de différent. Même The Grand Budapest Hotel, en vrai. C'est moins pire. Bref, à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Ouais, j'en ai vraiment rien retenu. En vrai. C'est pas grave. Donc voilà. Tu peux pas être parfait, Frigo. Non. Après, on va dire la note de découverte, même si est-ce que je peux découvrir une année, je pense pas, parce que je l'ai vécu en fait. Oui, mais c'est... c'est la note de... découverte, t'as compris quoi. Appréciation. Franchement, c'est du mid, 5. T'as 2 films plus que la moyenne. Ouais, mais sauf que c'est, y a un film que j'ai bien aimé, mais les 2 autres, y en a un que j'ai pas aimé, l'autre il m'est pas resté en tête, donc c'est mid quoi au final. Ouais, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça me plaît pas, mais je vois. Écoute, je suis pas là pour te plaire. Voilà. C'est pas toi qui décide. Écoutez, voilà. Ce serait pas temps de passer au à la néo-réalisme. Ouais. Premier round. Néo-réalisme, c'est parti. Allez. Bon, du coup, Pauline, nous et moi, on a chacun choisi un film. On va le vendre à Frigo. À skip. Et puis voilà, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, moi, j'ai choisi Le Cri de Michelangelo Antonioni. Et toi? Moi, j'ai choisi Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Et moi, j'ai Il Bandito de Alberto Latuada. Waouh, c'est... Bel accent. C'est ça, merci. J'ai Babel en italien. C'est le seul qui a dit le nom... C'est le seul qui a dit le nom original de son film. Ouais, moi, je me serais pas risqué à faire l'accent italien. Il Bandito, ça va, c'est facile. Oui. Moi, je parlais plutôt pour le nom du réalisateur, pour le coup. Ah ouais, il y avait zéro l'accent. Là, tu as... Ah oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Bon, comme d'habitude, c'est Pauline qui s'y colle. Bien sûr. Tout à fait. Let's go. Alors, donc, Le Cri, ou Il Grido en italien, de Michelangelo Antonioni. C'est un film, comme j'ai dit dans la première partie sur le néoréalisme, qui est un peu à la limite du néoréalisme. Déjà, dans la temporalité, il est sorti en 1957, donc 2 ans après la fin, entre guillemets, officielle du mouvement. Il fait 1h42. Il est en noir et blanc, parce que, comme j'ai dit, globalement, dans le néoréalisme, on est en noir et blanc tout le temps. Et il est disponible sur Universiné. Ça, c'est pour les premières infos techniques, on va dire. À la loc ou juste disponible comme ça? À la loc. Ok. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire d'Aldo, qui est un Italien, un trentenaire, je dirais. Un peu plus, un peu plus vieux. Ouais. Oh, il a pas 40 ans. C'est un fin trentenaire, début quarantaine, quand même. Ouais, bon. 30-40 ans. Un Italien. Après, c'est plus un Italien classique. Voilà. Ils ont tous cet âge-là. Et il vit avec une femme qui s'appelle Irma, qui est mariée à un homme, mais qui vit à l'étranger.
Et en fait, elle apprend au début du film que son mari est mort. Du coup, lui, il se dit un peu, bon bah cool, on va pouvoir se marier, vivre ensemble officiellement. Petite désillusion, elle dit non, et elle le quitte. Et du coup, ça c'est le point de départ du film, où du coup, il se fait quitter par cette femme avec qui il vit. Et du coup, il décide de se barrer de son village avec sa fille, et d'aller un peu sillonner les routes italiennes. Et il va un peu se retrouver de femme en femme avec des femmes qu'il a connues auparavant, des choses comme ça. Et voilà. Globalement, je peux pas dire bien plus de choses sur le plot. Si peut-être que lui, il vient de la classe ouvrière. On est plutôt, comme du coup j'ai dit dans la première partie sur le néoréalisme, on est plutôt La misère. dans la misère, dans une classe prolétaire, quoi. Ok. Voilà. C'est du format d'image, c'est quoi? C'est petit? Enfin, j'ai pas les formats. Sur un moyen. Alors là, je saurais pas te dire de tête. Je pense que c'est plus grand que du 4/3 quand même. Okay. Pas beaucoup plus, je crois. Mais pas, on n'est pas sur du cinémascope non plus, quoi. Ok. Je crois que tous nos films ont plus ou moins le même format de toute façon. Comme ça, quoi. Ouais. Il y a moyen que ce soit du 4/3 en fait. Pas très. Ok. Je viens de montrer avec mes doigts, donc c'est pas très audio. Je suis pas sûr que les personnes qui nous écoutent aient pu le voir. Mais bon, je mettrai une photo. Ouais, parce qu'après, il y a aussi une période. Mais là, j'avoue que je sais pas si le néoréalisme ça rentre dedans et tout, mais où les films italiens étaient beaucoup faits en 4/3 pour pouvoir être diffusés à la télé. Ok. Je suis pas sûre que c'était trop dans la logique du néoréalisme, mais globalement, on était sur des formats pas trop larges pour les diffusions télé, quoi. J'ai une question ultra bête, mais notre vision, elle est en quoi? Genre, nous, on voit en quoi? En fisheye, typiquement. Parce que t'as les bords qui sont un peu... Ah ouais? Bah ouais. Ouais, mais fisheye, ça veut rien dire. Tu pas du fisheye sur du 4/3 ou sur de... Non? Bah, t'as juste pas de format d'image. Parce qu'en fait, c'est juste... Parce qu'en plus, ça dépend je vois des pas gens. pareil que toi, mon ref. Ouais. Il y a des gens qui ont plus de Genre, moi, je peux être en d'autres. cinémascope et toi en 4/3? Peut-être. En 4/3, j'espère pas pour lui, sinon Faut faire la mise Je vois à pas jour, grand chose, quoi. C'est tout. Genre, il y a des gens, Mais ouais, on n'a pas de... Il y a des gens, ils ont pas l'autofocus, tu vois. Mais c'est trop bizarre la vue en vrai. C'est trop bizarre, la vue. Non mais parce qu'on sait pas jusqu'où on voit pas quoi. Non mais enfin, t'as pas de vraie limite de tu vois plus. Tu sais c'est un peu Parce qu'en fondu. plus on peut bouger nos yeux. Non c'est une dinguerie. Non mais c'est vrai. C'est une dinguerie les yeux, franchement, non. Merci je vais pour cette poser la remarque. question. Mais Mais je viens de réaliser qu'ils voyaient, quoi. Vraiment, est-ce que du coup on verrait genre un peu en rectangle ou c'est un peu en ovale? Plus en ovale, je dirais, moi. Ouais, techniquement, oui. Parce que genre, il y a... Mais c'est fou de Parce qu'en pas fait, être c'est la capable de le dire. convergence. En fait, c'est la convergence de deux cercles, notre vision. Ouais, mais c'est fou de pas être capable de le dire. Mais frérot, on peut C'est pas le une dire parce que... dinguerie. Mais non, mais tu peux pas dire parce que c'est genre juste, il y a pas de mots à mettre là-dessus. Ouais, bah, je trouve ça fou. C'est tout, tu vois. Je viens d'avoir une réalisation que la vrai, vision c'est un truc de fou. En vrai, c'est genre. ouf qu'à 25 ans, tu découvres que t'es des yeux, quoi. Je découvre pas que j'ai des yeux. Un Mais peu. genre, je me suis jamais posé cette question de en quoi je vois, tu vois. Parce que juste tu vois, enfin genre, mais c'est fou. est-ce que tu te demandes comment tu respires aussi, tu vois, genre en mode c'est quel gaz Bah, ou c'est... Ouais. Tu mesures ton débit aussi de respiration. Bah, les gens et tout. font ça, ouais. Tu le fais toi? Bah, mon débit, non. Après, l'Apple Watch, elle mesure le nombre de battements et de. Oui, mais je veux dire. Et si, elle mesure combien de fois je respire par minute. Oui, d'accord, mais t'es pas non plus en train de dire en mode attends, mais. Non, mais c'est intéressant. J'ai pas dit que c'était pas Oui, intéressant. Mais on fera un t'as compris, podcast Sur les yeux. spécial sur les voilà, yeux. science et vie de la Terre. Et niveau accessibilité, les yeux de ce film, ils valent combien? Niveau accessibilité, je dirais qu'on est sur du 8/10. Ok. C'est vrai que j'ai Ouais. pas demandé, mais c'est des films accessibles de manière générale. Ben, moi je trouve que oui, globalement. Ouais. Sauf peut-être ceux qui vont être très longs, genre La Terre tremble, tu vois, faut un peu s'accrocher et tout. Ok. La terre tremble. Eh bien, pas mal celle-là. Mais après, il y a des trucs qui peuvent laisser en dehors, genre. Mais pas trop sur la forme, globalement, je trouve. Ok. Donc Ok. en fait, tu rentres dedans ou non par rapport au personnage, par exemple. Ok. Mais sinon, c'est relativement facile à regarder. Ok. Et j'ai une autre question. Genre, de manière générale, c'est en mode plan fixe ou c'est genre filmé à la main ou... Je dirais pas trop à la main non plus, mais ceci dit, en termes de moyens, généralement, c'est ce qui est le plus facile à faire. Donc, Ouais. après, on va être pas mal sur du fixe de tête, là, j'aurais tendance à dire.
C'est plus important, je l'ai vu ce matin. Mais... Ouais, sur du fixe assez long. Genre, comme je disais dans la première partie, encore une fois, sur des plans d'ensemble où tu vas être fixe et les personnages ils vont bouger dedans, mais la caméra non, quoi. Okay. Les mouvements sont assez fluides de souvenir. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas Kay Richard qui filme. Ah. C'est pas laborieux, quoi. Voilà. Okay. Et bah, c'est en italien, bien sûr. C'est vrai. En termes de langue. Post-synchro Je pense. Et ça a été redoublé ou c'est vraiment, tu regardes que des films italiens sous-titrés sur ce courant? Il y a des films, je pense, qui ont été doublés. Donc, la question. En gros, il y a des versions françaises, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, est-ce qu'il y a de la VF, enfin, je veux dire pas de nous, mais genre est-ce qu'à l'époque il y avait de la VF, je sais pas. Oui, je pense pas forcément sur tous, parce que je sais pas si tous ont une exploitation en salle, mais globalement à l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de films italiens qui arrivaient en salle, qui étaient doublés pour l'exploitation française, quoi. Ok, j'ai pas d'autres questions. Louis, tu veux prendre la suite? Je prends le relais. Allez. Donc moi, c'est Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica que je vais présenter. Ouais. Film sorti en 1948, donc on est en plein dans le néoréalisme. C'est même un des films néoréalistes avec Rome ville ouverte et Umberto D. C'est quand même 3 films qui ressortent. Vittorio De Sica est un des auteurs avec Rossellini à sortir quand on parle de néoréalisme. C'est avec, j'ai noté 2 acteurs dedans, Lamberto Maggiorani qui va jouer le rôle principal, et en fait c'est un acteur non professionnel. Il sortait du bâtiment, c'est un ouvrier du bâtiment à la base que De Sica a embauché. Ok. Et le deuxième acteur principal, c'est un enfant de 7 ans qui s'appelle Enzo Staiola, je sais pas si j'ai bien, et qui a été découvert dans la rue. En fait, et qui a été découvert dans la rue par De Sica juste parce qu'il avait une démarche particulière. Okay. Et tu le verras dans le film, l'enfant a effectivement une démarche puisqu'il va suivre son père. Et c'est ce qu'on disait dans la première partie globalement, que dans les films purement néoréalistes, on est sur des acteurs non professionnels. C'est ça. Et on va chercher de quoi créer dans la rue. Voilà. Exactement. Le film dure 1 heure et demie. Et c'est l'histoire d'un homme qui est au chômage et qui a trouvé un boulot de colleur d'affiches. Et pour cela, il a une bicyclette. Sauf qu'un jour, on lui vole la bicyclette. Donc le seul outil de travail, on lui vole son seul outil de travail. Outil de travail obligatoire. Obligatoire, voilà. C'est moi, j'ai pas vrai qu'il y a son seul outil de travail obligatoire. Sans ça, il est au chômage. Okay. Et donc, il va parcourir les rues de Rome accompagné de son fils pour retrouver sa bicyclette. Ok. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, c'est The film de Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, c'est un réalisateur assez important dans l'histoire du cinéma, qui a été grandement récompensé, même à l'international. 4 Oscars du meilleur film étranger, un Grand Prix au Festival de Cannes, un Ours d'Or au Festival de Berlin. Enfin bref, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Comme Michelangelo Antonioni n'est pas rien non plus. Contrairement au réalisateur du film de Decca qui est un peu plus oublié. Voilà, c'est une merde. Mais pas. Non, mais pas oubliable. Type. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Accessibilité sur 10. J'aurais dit un bon 9 sur 10. Ok. Il y a c'est une petite anecdote, mais il y a un remake beaucoup plus récent de Wang Xiaoshuai qui s'appelle Beijing Bicycle, qui est du coup un remake chinois contemporain. D'accord. Du voleur de bicyclette. Qui, pardon? Wang Xiaoshuai. D'accord. Ok. C'est vrai qu'il y a eu Très d'autres remakes. Je sais qu'il y a eu un remake de Umberto D aussi, avec Jean-Paul Belmondo. Okay. Ah ouais? Ouais, un vieux film. Alors déjà, le réalisateur, c'est Francis Huster. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Et c'est Jean-Paul Belmondo qui revient à sa carrière d'acteur après avoir fait un arrêt cérébral. Enfin, je sais plus quoi, il était malade. Il est revenu et ça doit dater de 2005. Ok. Mais voilà, il y a eu quelques remakes, effectivement, de films italiens. Après, c'est pas un peu, genre aussi, le classique italien, ce film. Le voleur de bicyclette, si. Ouais. Et d'ailleurs, je parlais de film préféré de Martin Scorsese. Bon, bah, Le voleur de bicyclette est aussi un des films préférés de Martin Scorsese, pardon. Toutes les voix en ce moment, ça vous passe. Ouais. Ok. Et bah écoute, pas d'autres. Voilà, disponible, pardon, je l'ai dit, Univers Ciné, normalement, à la loc.
Ok. Bah écoute, j'ai pas plus de questions. Tu peux enchaîner, Deka ? Ouais. Allez. Alors. Parle-nous de ton mec nul, Ouais. là. J'y vais. Alors, non, j'ai choisi Le Bandit de Alberto Latuada. Ouais. Alors, tu veux que je commence par quoi ? Le plot ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah bah, Je te donne tout, je sais pas, vends-moi ton film, mon ref. Eh ben écoute, déjà, je peux te dire qu'il fait 78 minutes. Il est en noir et blanc. Non, mais en fait, alors, non, mais il faut dire que mon choix pour ce thème est pas le plus convaincu de tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant. Okay. Et il se trouve que j'ai un peu oublié mon film. Waouh. Mais ça va revenir. Okay, non, mais en gros, en vrai, je dis ça, mais j'abuse en vrai. Le film, donc, du coup, fait 78 minutes. C'est un film en noir et blanc comme les autres, réalisé par Alberto Latuada. Je connais pas du tout d'autres films de lui. Il a fait un film, son plus connu, il s'appelle Adolescentes, Les Adolescentes. Ah ouais ? Je crois. Il a fait un peu des comédies à l'italienne après et plusieurs autres films néo-réalistes. J'ai Mais Variety globalement, Light avec Fellini. Oh bah. oui. Mais tiens. Mais en fait, globalement, Latuada, c'est un auteur assez oublié de son époque, aujourd'hui, Ouais. alors que c'est un très grand auteur italien. Et Ok. j'ai vu une anecdote dans l'article de Bazin. Il explique qu'il était directeur de la Cinémathèque de Milan Ok. et qu'il a failli être arrêté par le régime fasciste en 1941 parce qu'il voulait passer du genre au noir. Ah ouais. Voilà. Ok. Et donc, du coup, les acteurs, on retrouve Anna Magnani, dont on a déjà parlé parce que rétrospective à Ouais. l'Institut Lumière. Mm. Les autres, j'avoue que je connais pas. Peut-être c'est des grands noms, peut-être. Je sais pas s'il passe le Bandit dans la rétrospective. Non, il Non. passe pas justement. Non, non. Dommage. Mais l'acteur principal est joué par Amedeo Nazzari. C'est un grand nom du cinéma Non. italien ou... D'accord. Et donc, Dans les acteurs, le seul que j'ai retenu, c'est un acteur secondaire dans Le Bandit. ouais, C'est Folco, je sais plus comment il s'appelle. Loli. Lully. Et je l'ai retenu parce qu'en fait, il joue un des rôles principaux du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Voilà. Il joue dans Le Grand Restaurant avec. Et il joue dans plein de trucs. En fait, c'est un acteur Louis de italien Funès. assez connu après. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, Folco Moi, il est bien Lully, vendu, ce film. Hein. Non, bah après, les Je sais, acteurs je du néo-réalisme en Oui. général, voilà. Ils ont fait qu'un film, la plupart, ou ils ont Non. une carrière, du coup. Ils ont une carrière après. L'acteur principal du voleur de bicyclette a eu une carrière après. Ok. Tu veux savoir l'histoire ? Bah ouais, quand même, je suis un peu là pour Alors, c'est un Ernesto qui revient, qui revient de la guerre. Où Ouais. il était prisonnier, si je dis pas de bêtises, et donc il veut retrouver sa petite vie, retrouver sa maman, retrouver sa sœur. À Turin, je crois. Ouais, à Turin exactement, pour mener cette nouvelle vie après la guerre. Et sauf que les choses ne vont pas se passer comme il le souhaite. Est-ce que j'en dis plus maintenant ? Ça tourne mal, Je ou pense non pas. Tu peux, hein. Ça fait partie du plot, hein. Tu peux. Ah ouais ? Ouais, non, pour moi je trouve que c'est pas mal comme Moi, je ça trouve que déjà. c'est Ah bien, ouais, hein. vous pensez Ouais, je sais ouais. pas, moi je serais allé plus loin parce que c'est quand même le plot. Bon, on tease. D'accord. On tease pour la seconde partie. C'est ça. Très bien. Ouais. Voilà, Il s'est fait pranker, du coup. Ça tourne mal, quoi. ça tourne mal. Ah, ok. Ok, Ah, ok. ça tourne Je très mal. reviens à Turin, c'est C'est-à-dire pour que dommage. pendant qu'il était à la guerre existait aussi En Italie. Italie. oui. là où sa mère et sa sœur étaient. Quoi. C'est pas faux. Ok, ça fait réfléchir. Ah oui. Et il est Ok. dispo sur Canal+, pardon. Ok. Oui. À la loc ou juste non, dispo Non, juste dispo. Chez Alloc, je dis pas Canal+, en général. Globalement, il y a pas Oui. mal de films italiens sur Canal+, il y a plusieurs Visconti que j'ai cités qui sont dessus. Mais Ok. il doit y en avoir sur Arte, sur Non. Pas en ce moment. France. En ce moment, non, Arte, ils non, n'ont y a pas fait rien. de cycle. Ça arrive qu'il y en ait sur Arte des films italiens, mais pas en ce moment. Et sur France TV non plus. Non. Ok. C'était pas des cycles japonais récemment Puis, en ce Ouais, un moment, peu c'est pas plus, mal ouais. là-dessus. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi C'est pareil, c'est du 4 tiers. Ouais, c'est du. Oui. Je suis en train de Je sais tester de voir à quel point t'as vraiment oublié ton film. Non, mais ça, c'est format. Je crois bien que c'est en 4 tiers. Ah oui, je crois que c'est en complet. 7 tiers. Ah oui, ouais. En plus, il n'a pas été restauré comme les vôtres. Hein. Non. Non. Alors autant les vôtres, ils sont bien restaurés, tout jolis. Autant le mien, il est un peu plus chum. Hein. Ok. Oui, un peu plus. Ouais. Voilà, faut le savoir. Tu sens que c'est l'époque, quoi. Ok, Ouais. ok. Tu sens un peu les fioritures, un peu plus quoi. Et accessibilité 8, 7. Ouais. 8, ouais, c'est pas mal, 8. T'as dit combien toi, Louis 9. Le Ouais. mien, 9. Ouais. Et je mettrais bien 8 aussi, le tien. Ouais. Ouais. Allez, 8. Et je mettrais 7 suite, Pauline. Mais... Ok. Ah ouais, moins accessible que. Ouais, juste à plus cause lent. du personnage. Ok. Mais je l'ai Ah, un peu oublié, ouais. ton film. Ouais. Un jour, il faudrait qu'on fasse genre. On sent juste- des chroniqueurs investis là sur le thème. Un jour, il faudrait qu'on fasse genre juste un thème avec des films genre juste pas accessibles.
Très marrant, on peut faire ça. Le moins accessible possible. Ouais, franchement, ce serait marrant. Ouais. Genre, juste histoire de voir les purges que je vais regarder. Quoi. Non, parce que c'est pas accessible, que c'est une purge. Non, mais quand je dis purge, c'est en mode purge d'accessibilité, quoi. Ouais. Juste, il y a un truc, moi, j'ai oublié de dire par rapport aux acteurs de mon film. L'acteur principal, pour le coup, c'est Steve Cochran. C'est un acteur américain. Qui Cochrane. Cochrane. Ouais, je crois. Oui, comme le célèbre truc de scientifiques là qui font des études, des méta-analyses et tout. Enfin bon, l'Institut Cochrane, je crois. Bon, peut-être. Et du coup, qui avait joué dans pas mal de films du vieil Hollywood, genre pour William Wyler, Raoul Walsh et tout. Et du coup, c'est une des choses aussi qui fait que le film flirte avec le néoréalisme et n'en est pas aussi, c'est que du coup, c'est un acteur étranger, professionnel. Mais en fait, Antonioni, il expliquait que pour lui, les acteurs, c'est... Il avait une vision assez Hitchcockienne, on va dire, de l'acteur, à savoir que c'est un moyen d'arriver à ce qu'il veut, et pas... Enfin, lui, il s'en fout que l'acteur, il lui propose des trucs. Okay. Il veut que l'acteur, il fasse ce que lui, il veut voir apparaître dans le film. Et du coup, il expliquait que, notamment sur le cri, il expliquait les séquences très différemment à ces différents acteurs, avec un point de vue différent, parce qu'il part du principe que selon le personnage, l'histoire n'est pas la même. Okay. Et du coup, il travaillait pas trop en groupe, quoi. Il disait d'abord des trucs à son actrice, après des trucs à son acteur, et il disait que ça avait été assez compliqué de travailler avec Steve Cochran, du coup, parce que lui, qui venait du cinéma américain, il avait besoin d'explications tout le temps. Et lui, il était en mode on s'en fout, tu vois. Genre, ton personnage, il vit ça, il fait ça. Ouais, je vois. Arrête de chercher des explications, quoi. Ok. Du coup, voilà, c'était une petite précision. Ok. Oui, du coup, c'est aussi parce que c'est genre un acteur issu d'un milieu capitaliste. Peut-être que ça rentre pas dans le truc, quoi. Et puis de studio et tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Écoutez, moi, j'ai rien de plus à rajouter. Voulez-vous passer au deuxième round? Let's go. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est que le deuxième round? Le deuxième round, c'est le round où on va un peu plus loin. Pauline, tu commences? Allez. Ah oui, j'étais pas prête là. Alors, on est en roue libre, c'est bon. Vraiment. Alors, le cri d'Antonioni, pourquoi c'est néoréaliste et c'est pas néoréaliste en même temps? Les critiques français, quand le cinéma d'Antonioni a commencé à se développer, donc en fait, le cri pour moi, c'est le point de départ de ce qu'il va faire derrière son cinéma. À savoir, on va dire qu'Antonioni, c'est un cinéaste du temps mort. On rappelle que c'est selon toi le plus grand réalisateur italien. Tout à fait. J'ai écrit un énorme article sur lui dans le dernier Super Seven Mag. Un livre, carrément. Voilà. Et donc, cinéaste du temps mort, c'est-à-dire que, selon ses propres mots, il a à cœur de mettre en scène les moments moins importants. Donc en fait, pour lui, au début de ses films, il s'est déjà passé les gros événements, entre guillemets, en mode éléments perturbateurs, tout ça. Et lui, il veut filmer l'après. Qu'est-ce qui se passe après un gros événement et qu'est-ce qui se passe quand il se passe rien. Donc c'est un cinéma qui est très contemplatif, très lent par moment. Et ça va être beaucoup plus le cas dans ce qu'il va faire après le cri, mais le cri, c'est déjà un bon point de départ pour ça. Et en fait, les critiques français, ils vont dire que Antonioni, il fait du néoréalisme intérieur. C'est-à-dire que le néoréalisme, dans la première partie, j'ai parlé du fait que ça partait d'un individu pour aller vers la collectivité. Donc en fait, on s'intéresse aux relations de l'individu avec son environnement, avec sa société, etc. Alors qu'Antonioni, lui, il dit qu'il s'intéresse plus à une quête intérieure, donc en fait à revenir vers l'individu plutôt que d'aller vers les autres. Okay. Et il aimait pas trop l'appellation néoréalisme intérieur de toute façon. Il disait que... Enfin, il aimait pas trop qu'on mette des étiquettes sur ce qu'il faisait, etc. Et il était bof d'accord avec le fait d'être associé au néoréalisme. Mais, ceci dit... il a aussi assumé que Le Cri, c'était une réinterprétation des Amants diaboliques, donc le premier film néoréaliste 1943 par Visconti, en disant qu'il a pris un peu un point de départ similaire,
mais avec une trajectoire totalement inverse. Donc, en gros, dans Les Amants diaboliques, on va avoir un homme qui, entre guillemets, vole la femme de quelqu'un, va prendre la place de quelqu'un d'autre, alors que là, lui, à la base du film, il est avec la femme de quelqu'un d'autre, mais en fait, il va la perdre, et du coup, il va se retrouver seul. Voilà. Et après, moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui le raccrochent au néoréalisme dans ce film, notamment sur le traitement social de l'Italie, de la pauvreté en Italie, etc. Et où, quand bien même lui dit qu'il se tourne plus vers son personnage en tant qu'individu, en vrai, le film montre quand même beaucoup de choses de l'Italie, dans son fonctionnement de groupe, sur la pauvreté dans les villages, etc. Donc, à mon avis, il était un petit peu aussi de mauvaise foi parce que il avait envie d'être ce mec original. Mais pour moi, ça rentre quand même assez bien dans le mouvement. Après, ce qui est intéressant dans les films d'Antonioni, c'est que du coup, comme j'ai dit, il s'intéresse beaucoup au temps mort et au fait qu'il se passe rien. Et du coup, il y a quelque chose de très fataliste qui est aussi rapprochable au néoréalisme. Et ces films ont tendance à être des boucles, c'est-à-dire que tu pars d'un point de départ un peu tragique. Il y a une certaine fatalité qui est instaurée dès le début du film. Et il va se passer des trucs au milieu, plus ou moins importants. Et en fait, t'arrives à la fin et c'est retour au point de départ et la fatalité, elle s'impose, quoi. Et du coup, c'est comme si le film, n'avait aucune utilité. Parce qu'en fait, tu filmes tout un milieu d'un truc qui sert à rien, parce que le début et la fin sont pareils, quoi. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant la manière dont il va mettre en scène cet entre-deux, ce vide, cette quête de sens qui ne mène à rien. Et on va se retrouver, donc encore une fois, dans des codes assez rattachables à l'époque. Des grands espaces extérieurs. Il va être sur la route. Vraiment, c'est des routes de campagne. Tu vas le voir seul avec sa fille dans des immenses espaces où il se passe rien, il y a personne, etc. Et après, il va rencontrer... Alors, bon, tout à l'heure, on parlait en off du fait que le personnage, il est assez antipathique. Ouais, c'est plus que ça. Effectivement, c'est pas quelqu'un de très attachant. Ok. Parce que même si c'est lui qui se fait larguer au début, derrière il se comporte pas bien, comme une merde même avec les femmes qu'il va rencontrer, etc. Mais en fait, c'est un peu... en fait, Antonioni, par la suite, il va beaucoup filmer les femmes. Ses protagonistes vont devenir vraiment très féminins. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce film, c'est un peu son point de départ sur sa vision de la masculinité et de la féminité, et de la femme. Et que du coup, il montre une fois là un homme qui est une merde et tout, et comment il va traiter les femmes pour derrière s'intéresser à des personnages féminins et comment elles subissent le poids des hommes et comment elles réagissent à ça. Et du coup, je pense pas du tout que lui mette en valeur ce comportement. Ok. Bien au contraire. Mais effectivement, ça peut avoir quelque chose d'un peu repoussant. Voilà. Et après, c'est aussi très reflet évidemment, des conséquences de la guerre, de ce qu'il a fait, de ce que ça a fait à la classe ouvrière, de comment ils vivent ça. Et même, il est avec sa fille sur la route. T'as l'impression qu'il en a rien à foutre de sa fille par moment. C'est un très mauvais père, globalement, qu'il est dans un truc hyper individualiste. Et ça, c'est quelque chose qui est très critiqué dans le cinéma italien post-néoréalisme, justement, où là, on va plus se rapprocher du mouvement suivant. C'est qu'on a l'impression que tu as une espèce de ferveur collective et tout dans l'Italie à cette époque, alors qu'en fait, pas du tout. On est dans des trucs hyper individualistes, de recherche de bénéfices personnels, etc. Donc voilà. Et je sais pas si je peux dire d'autres choses, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses sur le film. C'est un peu confus, mais parce que maintenant, j'ai un peu du mal à prendre les films d'Antonioni de manière individuelle, parce qu'il y a énormément de liens et de ponts entre tous ces films.
Mais en même temps, je pense que c'est un assez bon point de départ parce que c'est son début de carrière. Et malgré tout, c'est ce qui va ressembler le plus dans son début de carrière avec ce qu'il fera plus tard. Donc je trouve que c'est pas mal pour commencer son cinéma. Tu le placerais où dans sa filmo ? Pas dans le top 5, c'est sûr. Il y en a combien ? Il a fait entre 12 et 15 films, je sais plus exactement. Ouais, donc un milieu de tableau, quoi. Bah, il est plutôt dans la première moitié, mais en bas de la première moitié, quoi. Ok. Je suis beaucoup plus fan de ce qu'il a fait justement plus tard, où il assume à fond son style ultra contemplatif, évidement total de l'espace, du temps, de tout ça. Ah oui, et du coup, j'avais un peu teasé ça dans la première partie, mais Gilles Deleuze adore Antonioni. Pour lui, c'est un parfait exemple d'utilisation de l'image-temps. Et en fait, il le considérait même comme un visionnaire par rapport à ça. Pour lui, il a créé des choses en termes de montage qui étaient révolutionnaires pour l'époque, mais de manière assez subtile. Enfin, c'est pas des trucs en mode où on se dit waouh, what the fuck, ça a jamais été fait. Mais c'est juste qu'il arrive à créer des choses avec son montage, notamment. Enfin, Antonioni, il jouait beaucoup avec le montage pour montrer qu'on n'est pas forcément du point de vue duquel on pense. C'est-à-dire que il va placer sa caméra comme si on regardait avec les yeux d'un personnage, du personnage qui est dans le contre-champ par exemple. Et en fait, il va retourner la caméra pour faire le contre-champ. Et le personnage, il est pas du tout là où on pense. Ok. Et il va beaucoup jouer avec des choses comme ça, où on a l'impression que c'est limite des faux raccords. Parfois, il joue même avec du faux raccord pour créer une espèce de subjectivité du spectateur qui se retrouverait au milieu des personnages sans être du côté ni de l'un ni de l'autre. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup analysé, beaucoup théorisé, et notamment par Deleuze. Ok. C'est un film que t'aimes bien, toi ou... Moi, j'adore ce film, ouais. Ok. Genre, je mets pas dans le top Antonioni, mais je trouve ça vraiment très très bien. Je sais pas, je me demandais, est-ce que vu que Enfin, je sais pas, en fait, là, la question elle m'est venue, mais genre en mode... Est-ce que... Enfin, vu que le thème, en gros, il est... c'est pas genre le truc que tout le monde en mode ouais, trop bien, tu vois. Genre en mode, est-ce que c'est quand même un film que t'aimes ou est-ce que genre bah... Il y en a quand même des films quand même dans ce thème, hein. Non, mais c'est pas ça, mais c'est genre en mode... Non, mais en dehors de ça... Est-ce que je l'ai pris parce qu'il était intéressant? Ouais, est-ce que c'était juste en mode... bah en fait, il est genre trop important pour pas en parler, tu vois, ou est-ce que bah, genre, c'est vraiment un film que t'aimes bien, tu vois, Non, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Okay. Ouais. Et vous, TK et Louis, vous aimez bien ce film? Enfin, vous l'avez vu déjà, je pense. Ouais, j'ai bien aimé, en vrai, de souvenir. Je suis sorti du film en me disant, ouais, c'est un bon film. Ok. Et oui, c'est un bon film. C'est vraiment un très bon film. Très beau visuellement dans mes souvenirs. Oui. Vraiment, vraiment super propre au visuel. Mais je l'ai vu après avoir vu Allemagne année 0. Et je l'avais déjà dit dans la première partie de notre épisode, mais Allemagne année 0, il m'avait un peu donné envie de mourir. Ouais. Et du coup, c'était pas une bonne idée d'enchaîner avec Le Cri non plus. Tu vois, c'est le côté fataliste du film est très bien. Hein, ça, je critique pas ça, mais disons que je l'ai vu dans un moment où j'avais pas forcément besoin de ça. Ok. Et du coup, ça m'a un peu plombé. Mais globalement, tu vas pas vivre ta meilleure vie en regardant nos films. Là, ouais, je m'en suis douté. Hein. Mais voilà, Le Cri, sinon, à part ça, c'est un bon film. Je préfère aussi de ce que j'ai vu d'Antonioni, de ce qu'il a fait après dans sa carrière. Moi, j'ai vu Blow Up et Profession Reporter de lui. Ça, c'est carrément plus tard même. Mais... Et c'est carrément plus tard, et je préfère ce qu'il a fait plus tard. Blow Up, c'est celui que j'ai vu, d'accord. Non, toi, t'as vu Blow Out. Ah, exact, pardon. Voilà, ça c'est... Et voilà, sinon... Ok. Mais, bizarrement, ça m'a donné envie de voir d'autres Antonioni. Enfin, depuis que je connais Pauline, en tout cas, j'ai envie de voir d'autres Antonioni, parce que c'est un cinéaste ultra important aussi dans l'histoire du cinéma, quoi. Ouais. Il me semble que c'est un des seuls cinéastes à avoir compilé Ours d'Or, Lion d'Or et Palme d'Or. Donc les 3 grosses récompenses européennes. C'est pas rien. Donc voilà, quoi. Okay. Et après, il clive beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de critiques ou même d'autres cinéastes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Godard qui détestait Antonioni. Tiens, non. Ouais. Et en gros, il y a beaucoup de personnes qui lui ont reproché de faire... en fait, de rien dire avec ses films.
Okay. Avec ce côté filmer le vide, etc., que c'était un peu un truc d'esthète, quoi. Ok. Mais par contre, anecdote rigolote, c'est quand l'Aventura est sorti, il est passé au Festival de Cannes, le film a été genre hué à sa projection. Et dès le lendemain, il y avait justement Deleuze qui a fait un papier qui a été co-signé par beaucoup de personnalités de la critique et du cinéma pour dire que c'était un chef-d'œuvre qui allait redéfinir le cinéma, quoi. Ok. Et du coup, il avait un peu ses partisans et ses détracteurs, quoi. Ok. Et voilà. Et aussi, info en plus pour nos auditeurs parisiens, à partir de début avril, là, il y a une rétrospective intégrale Antonioni à la Cinémathèque française, avec tous ses longs métrages, ses documentaires, des courts métrages, conférences, etc. Et potentiellement des trucs avec Super Seven. Potentiellement. Voilà. Et toi, Deka ? Ouais, en soi, j'ai quand même bien aimé, tu vois. Et ça me donne envie de voir d'autres Antonioni, ça c'est vrai. Mais il y a un truc avec le film, c'est que je trouve que tu as besoin quand même de pas t'attacher au personnage, mais pour suivre un peu tu suis le personnage de A à Z, suis un peu son cheminement, sa mélancolie, tout ça. Le problème, c'est que au début, il y a une grosse cassure avec le personnage. Et donc, en fait, sur la suite, quand tu suis un personnage que vraiment, t'as aucune attache au type, quoi. C'est un peu compliqué et je pense que c'est pour ça qu'il y a des chances que tu n'aimes pas le film. Ouais, en fait, t'es un peu extérieur, je trouve, par rapport au film. Je trouve que t'es un peu extérieur au film. Je sais pas. C'est une merde absolue. Ouais, et du coup, c'est que t'es. Disons les termes. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais du coup, tu vois, moi, j'en ai vu des films où il y a des merdes qui sont présentées et je suis dedans. Mais là, effectivement, j'avais pas envie de le suivre lui. Je sais pas, est-ce que c'est peut-être. Il y a peut-être un truc physique aussi, je trouve que Cochrane, voilà, il ressemble à rien. Mais voilà. Non, effectivement, je suis un peu d'accord avec Deka. Moi, je l'ai vu le film et j'étais un peu extérieur au film. Ok. J'ai bien aimé, mais t'es un peu l'extérieur, quoi. Ok. Bah ouais, en vrai, je me dis, si le personnage n'était pas une merde, ça aurait été grave cool. Mais là, vu que c'est une merde, c'est pas cool. Je trouve que c'est pas bien d'être méchant. On s'attache beaucoup plus à un personnage comme dans le film de Deka ou dans le mien, tu vois. Ok. Et du coup, t'es bien plus dans le film que. D'ailleurs, dans le film de Pauline, j'ai été déçu parce que moi, je pensais qu'on allait suivre Irma et j'avais envie de suivre Irma. Oui, il y a en fait, ça m'a fait chier. Je me suis dit, pourquoi on suit lui là, genre, et en fait, à la fin, tu finis sur elle. Ouais, mais en fait, finalement, c'est vrai que c'est. Mais c'est un peu rigolo. Mais c'est ce qui va développer beaucoup dans son cinéma après. Tu vas continuer d'avoir des mecs assez détestables et il va plus rester avec. Mais ceci dit, c'est pas un gars qui a spécialement de la tendresse pour ses personnages, Antonioni. Non, par contre, oui, ça se voit. C'est peut-être ça qui est là à l'extérieur aussi. Tu vois. Oh, mais alors, tant mieux, parce que s'il avait de la tendresse pour son personnage, alors là, j'aurais vraiment pas aimé. Mais je veux dire, même quand c'est moins des merdes, il reste dans un regard assez extérieur où tu vas jamais avoir des mecs que tu trouves giga attachants. Voilà. Okay. Et dernière anecdote sur le film, avant de passer la parole à Louis. Le titre et même le plan final sont effectivement une référence au tableau Le Cri de... Ah oui, j'y ai pensé, de Munch. Edvard Munch, ouais. D'ailleurs, Il Grido, en italien, c'est Le Cri ? Ouais, ça veut dire Le Cri, ouais. Ok. Je me suis posé la question. Bah voilà. J'ai pas besoin de la poser. Ok. Écoute, Louis, tu veux prendre la suite ? Je prends la suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur Le voleur de bicyclette ? Déjà, je vais te dire, c'est un film que j'ai adoré. Ouais. Vraiment, moi, je l'ai pas pris forcément par dépit en disant il faut que je en choisisse un. Je vais pas prendre le classique néo-réaliste. C'est vraiment, je l'ai pris aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ok. C'est un film que je trouve très beau. Visuellement, dans la thématique et tout, c'est très fort ce qu'arrive à faire Vittorio De Sica avec rien. Parce que on parle juste d'un mec qui recherche sa bicyclette. Mais cette bicyclette, c'est tellement un objet important pour lui, pour son travail et tout. T'es tellement dedans que ça va te toucher aussi. Okay. Et il y a un côté fataliste parce que tu sais d'avance, en fait, comment ça va se finir. Tu le sais d'avance, tu peux rien y faire et tu pourras rien y faire. C'est vraiment... Et c'est un film... On parlait des plans... dans le néoréalisme, il y a pas mal de plans séquences. Enfin, la caméra se déplace pas mal.
c'est aussi une errance dans la ville de Rome, en fait, cette recherche. Donc c'est vraiment pas mal. Et ce que j'aime beaucoup avec De Sica, c'est le personnage de l'enfant. C'est un personnage qui est très touchant, qui va te permettre aussi pas forcément d'avoir de l'espoir. C'est pas forcément l'enfant qui va être de l'espoir, mais ça va être l'enfant qui va encore plus te faire de la pitié, parce que il est avec son gamin. Et comme tu connais la fatalité du truc, tu vas dire putain, merde, ça me fait chier pour le gamin. Ouais, je vois. Et en même temps, le gamin est très touchant. Et en même temps, le gamin sait ce qui lui attend. Du coup, il y a aussi l'enfant qui va grandir avec cette histoire qui dure sur un laps de temps très court. Hein. C'est juste une journée. Ouais. Mais en même temps, tu sens que l'enfant va grandir et que la relation avec son père va grandir. Okay. Et ça, c'est assez beau, je trouve. Je trouve ça vraiment très très beau. En plus, ça amène des moments un peu rigolos. Tu vas pas t'éclater le ventre à rire, là. Mais il y a un côté comique avec ce gamin touchant, avec cet enfant, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres films néoréalistes que j'ai vus, notamment dans Allemagne année zéro, où le gamin, c'est tout triste. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup ça chez De Sica. Il fait la même chose dans Umberto D, en mieux, parce que c'est un chien. Ok. Voilà. Et le chien est vraiment, pareil, c'est le même type d'attachement que tu vas avoir d'un coup au personnage principal, à ce qu'il va vivre. Et ça va beaucoup te toucher, ça va être très beau. Oh là, il y a 2 mains qui se lèvent en même temps. C'est si intéressant que ça, ce que je dis, c'est incroyable. Vas-y, Pauline. C'est pour revenir juste sur ce que tu disais par rapport à l'enfant, qui est peut-être le personnage le plus attachant. De Sica, c'est un auteur qui accorde une grande importance au regard de l'enfant, et en fait qui considère que, c'est très schématique, mais que c'est eux qui ont raison par rapport aux adultes, quoi, que les adultes ils sont pourris alors que les enfants ils ont un regard encore naïf, innocent, etc. Un peu vibe à la Ozu quand on parlait de... Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces 2 réalisateurs. Il a fait un film qui s'appelle Les enfants nous regardent, et qui est très, en fait, le titre est très parlant. C'est pour dire, nous on est les adultes et on fait de la merde, et il y a les enfants qui sont en train de nous regarder, de nous juger, tu vois, parce que eux ils sont encore innocents, etc. Et dans Umberto D, les seuls personnages qui prête vraiment attention à ce vieil homme, à son chien, de manière sincère, pure. Voilà, c'est des enfants, donc il y a sa petite voisine, et à un moment il y a un enfant, je crois, qui vient caresser le chien ou un truc comme ça. Oui, il veut lui donner le chien. Voilà. Et du coup, c'est pas étonnant aussi que là, ce soit l'enfant qui soit plus mis au premier plan par rapport au père, qui finalement c'est le père qui subit le plus les choses, parce que c'est lui le travailleur et c'est lui qui doit un peu avoir la responsabilité de prendre cet enfant en charge, justement. Mais De Sica, il préfère se placer au niveau du regard de l'enfant globalement. Et moi je trouve ça très beau. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans le cinéma, le regard d'un enfant. C'est quelque chose que j'aime. Ah oui, Descartes, tu voulais dire. J'avais ma question. Tu préfères Umberto D ou Voleur de bicyclette? C'est difficile. C'est 2 films que je trouve vraiment très très beaux. Je pense que je préfère je pense que je préfère Umberto D pour le plan technique. Pourquoi tu ne l'as pas choisi alors? Parce que je l'ai vu très tard, alors que j'avais déjà décidé que je prendrais Le Voleur de bicyclette. Ok. Voilà. Et que Le Voleur de bicyclette est aussi un excellent film. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est sur les enfants, il y a pas mal ça dans le néoréalisme, je trouve, on n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, il y a pas mal d'enfants, de regards d'enfants sur justement l'après-guerre, sur la précarité de l'après-guerre en Italie, ou même en Allemagne. Dans Allemagne année zéro, tout se passe au travers des yeux d'un enfant. Ouais. Puis tu as beaucoup te retrouver avec des enfants qui ont perdu leurs parents dans la guerre. Et dans Rome Ville Ouverte, pareil, le plan de fin, dans mes souvenirs, c'est Anna Magnani avec une bande d'écoliers un peu à l'extérieur de Rome. Il n'y a qu'une adulte pour toute une bande d'enfants, et il y en a plein qui sont orphelins, quoi, dedans. Mais du coup, dans nos 3 films, il y a des enfants, enfin il y a au moins un enfant. L'enfant dans le film de Pauline est un peu mis à l'écart. C'est ça qui m'a un peu aussi moins plu dans le film de Pauline. Mais il y a quand même toujours ce regard de l'enfant sur son père, sur ce que son père fait et comment il se comporte aussi.
Le mien, c'est complètement l'enfant et tout. Mais c'est pour ça, je pense que tu vois, dans le cri, c'est en fait, finalement, c'est la petite fille, la figure d'attache. Oui, non, mais bien sûr. Et le fait que t'es un peu, toi, en tant que spectateur, en train de subir avec elle ce que son gros con de père fait sous ses yeux, quoi. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu la petite fille, j'aurais arrêté le film. Et il y a aussi un enfant dans le film de Deka que je trouve très beau aussi et très touchant dans les 5 dernières minutes du film de Deka. Voilà. Ce que j'ai à dire sur le film, Le voleur de bicyclette, est très accessible. Comme j'ai déjà dit, c'est un classique, pas très long en plus, et très beau. Le néoréalisme en général, enfin des films que j'ai pu voir, je les trouve assez beaux dans le fatalisme. Genre c'est fou comment quelque chose d'aussi désespérant peut être beau. Et des fois. Hein. Voilà. Donc et Le voleur de bicyclette est le meilleur film des 3, mais bon, ça c'est que entre nous, frigo. Ok. Vous avez des choses à rajouter, vous, par rapport à ce qu'a dit Louis? Non, mais du coup, je me demande lequel est le meilleur des 3. Sur quel plan? Parce que après, ça dépend. Genre, c'est le meilleur en mode. Sur tous les plans. D'accord. Et après, des cas, j'ai pas dit ça premier degré. Hein, non, mais c'est justement ça. Je pose la question. Je dirais que c'est quand même peut-être celui de Pauline, malgré tout. Malgré le côté. En tout cas, je pense que c'est pas le mien. Mais. Ouais, non, je sais pas. Je trouve ça assez kiff-kiff quand même. Putain, t'es décidé à bien me le vendre, ce film. Non, mais je l'ai bien aimé. Hein. Ouais, t'es en mode. Bon, le film. Non, mais je pense que les autres sont mieux. Ok. Ça arrive, hein. Ouais. En tout cas, je suis grave content d'avoir vu Le voleur de bicyclette. Ouais. C'est un classico del Mal Rio. Je suis bien content d'avoir vu. Pour le coup, pour ceux qui connaissent pas du tout le néoréalisme, c'est vraiment une porte d'entrée très facile. Et puis, c'est vraiment le film qu'on va vous tabasser. Si vous tapez néoréalisme italien, vous verrez Le voleur de bicyclette de partout, quoi. Ça ou Umberto D. Moi, c'est vraiment les deux que je conseille pour s'intéresser au néoréalisme. J'ai vu Rome, ville ouverte. J'en ai aucun souvenir. Mais je l'ai pas vu. Aucun. Je me rappelle de rien de toute façon, mais autant Le voleur de bicyclette, je me rappelle assez bien. Le film de Pauline aussi, je l'ai vu ce matin quand même. Heureusement. Et le mien, ça va. Mais alors, Rome, ville ouverte, plus rien. Comme quoi, voilà. Je sais pas où je vais là, mais. Personne sait où tu vas. Ouais. Peut-être à la présentation de ton film. Ouais, tu peux y aller. Tu vas aller plus loin? Oui. Allez. Alors on parlait de fatalisme. Enfin non, Louis parlait de fatalisme. Là, on a quand même du fatalisme. Alors de la fatalité, là, c'est ça? Ouais. Ok. Ça se dit pas fatalisme? Non, mais c'est entre fatalisme et fatalité, c'est différent. Quelle différence? Fatalité, c'est la fin, quoi. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Bon, voilà, je suis arrivé à la fatalité de ma présentation. Non, mais ouais, en fait, déjà, je veux revenir sur un truc qu'on a dit dans l'épisode d'avant, sur le fait que Pauline disait que son film était un peu à la barrière du néoréalisme et que le mien était complètement néoréaliste. Et j'avoue que ça m'étonne un peu, parce que je trouve que le mien, il s'en détache quand même par des aspects. Oui. Et déjà, je trouve qu'il emprunte à plusieurs styles. Oui. Le noir, c'est un peu évident. Du coup, le néoréalisme, et puis le film de gangster, quoi. Et l'expressionnisme aussi, un petit peu. Mais donc, du coup, je trouve qu'il est un peu à la croisée de plusieurs trucs. Tu sens qu'il y a des inspirations un peu diverses. Le noir, quand même la plus flagrante. Ouais. Mais du coup, pourquoi tu trouves que c'est 100% néoréaliste, alors qu'il y a quand même des aspects qui sont quand même beaucoup noirs ou... Après, dans le côté noir, le premier film néoréaliste est un film noir, donc. Ouais. Ok. Pour moi, c'est pas spécialement excluant du néoréalisme. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'on est vraiment dans ce thème de, tu vois, dans ce côté conséquence de la guerre. On est en plein dedans, et je trouve qu'il y a un côté un peu fractionné dans le récit. Je sais pas si tu vois ce que, t'as l'impression d'avoir un peu un chapitrage limite. D'ailleurs, il y en a. Il y en a un. Ah oui. Première partie, deuxième partie. J'y pensais, en fait, quand je regardais beaucoup de films néo-réalistes, il y a beaucoup de fin de première partie, début de seconde partie. C'est parce qu'il y avait des entractes. Ou c'est vraiment. Tu sais pourquoi ou... Eh ben non, je sais pas pourquoi. C'est possible que ce soit pour ça. Ok. Mais globalement, dans les salles en Italie, il y a eu des entractes jusqu'à assez tard, donc c'est possible.
Mais j'ai l'impression, là pour le coup, je saurais pas pareil, je saurais pas l'affirmer et tout, mais j'ai l'impression que ce truc très découpé, c'est aussi un truc assez néo-réaliste qu'on retrouve un peu moins dans Le Cri. Et cette manière de vraiment, bon, on a le protagoniste, mais de vraiment faire graviter beaucoup de personnages autour de lui et d'avoir voilà, pas mal de personnages secondaires qui chacun à leur manière vont représenter la situation italienne de l'époque. Je me sens plus plongée dans ce côté purement social du cinéma néo-réaliste. Okay. Même sur le style, moi je trouve que le bandit, il emprunte à la fois au néo-réalisme. Enfin, toute la première partie, c'est du néo-réalisme, hein, quand il revient de la guerre. Mais il y a vraiment une partie très expressionnisme. Et du coup, là, on est vraiment à l'inverse du néo-réalisme, je trouve, où les plans sont travaillés, où la lumière est travaillée. On n'est plus sur le reportage brut, documentaire de ce qu'on va présenter, je trouve, dans le film de Decca. Ok, mais du coup, quand tu dis genre expressionnisme, façon expressionnisme allemand. Du coup, ça veut dire il y a genre en mode. Il y a des lumières. Il y a beaucoup de trucs avec les ombres. Après, ça, c'est un peu le film noir. Voilà, oui. Mais le film noir emprunte énormément à l'expressionnisme. Oui. Et en fait, du coup, c'est énormément. Enfin, moi, je trouve que c'est à l'inverse de la volonté néo-réaliste, en fait. Ok. Mais voilà. Mais après, c'est. Effectivement, comme l'a dit Pauline, il y a quand même beaucoup d'éléments néo-réalistes, notamment dans les thèmes et tout. Donc, les néo-réalistes, ils font des films avec peu de moyens, mais ça veut pas dire que c'est pas travaillé. C'est ce qu'on disait avec la citation de Bazin, quoi. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas que c'est pas travaillé, mais c'est pas travaillé de la même façon. C'est là où on travaille vraiment la lumière de façon expressionnisme dans le film de Decca. Il y a vraiment un gros plan où la lumière est travaillée. Oui, mais je vois pas en quoi c'est incompatible avec le néo-réalisme. Parce que le néo-réalisme, c'est vraiment présenter la chose brute, en fait, la chose réelle. C'est montrer la réalité du truc. Ouais. Et sans forcément fioriture, sans... Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire par là. Ok. C'est en ça que je mettrais pas... Enfin, que le film de Decca, je trouve pas 100% néo-réaliste. Ok. Donc, et toi là-dessus, tu le juges 100% dedans ou... J'en sais rien. T'as pas d'avis? Okay. Non, je demande, peut-être que t'as ton avis. Il a oublié son film. Non, mais je sais pas, peut-être que... Non, je connais pas assez pour savoir. Ok, je demande quand même. C'est le néo-réalisme, ça c'est sûr, voilà, mais j'avais l'impression quand même qu'il y a des endroits où ils s'en détachaient. Ouais, après, là, c'est pas... Enfin, il aime bien parler de... plusieurs choses, on va dire. Un de ses autres grands films rattachés au néo-réalisme, c'est un film qui s'appelle Sans pitié, et c'est sur l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse d'un soldat américain noir. Et en fait, du coup, il va aussi parler de racisme, etc., qui sont pas forcément des thèmes très empruntés d'habitude dans le néo-réalisme. Donc c'est vrai que c'est un auteur... comme on a dit, qui est pas forcément ceux qui reviennent le plus et qui est pas des plus cités, parce qu'il a ce côté un peu flottant où il ramène un peu des choses qui sont pas forcément attendues dans les films de cette période, etc. Du coup, le film, il a 2 parties, on disait. Ouais. Donc tu verras qu'au milieu, ça coupe, ça met fin de partie 1, début de partie 2. Okay. Et je trouve qu'elles sont quand même très distinctes. La première, c'est vraiment, il revient de la guerre, enfin du camp, en tout cas où il était en Allemagne. Il se dit, allez, je vais rentrer chez moi, voir ma mère. Il arrive chez lui. Bon, je pense que c'est au début, donc c'est pas trop du spoil, on va dire. Mais la maison est détruite. La daronne, elle est plus à l'abri parce que, elle est morte. et la sœur, elle a disparu, tu vois. Donc, en fait, tu vois tout ce truc de misère, un peu de fatalisme où tu sais que, il veut se reprendre, enfin, se mettre bien un peu. Et tu sais que ça va partir en cacahuète, quoi. Et donc, ça, c'est un peu toute la première partie. Et la deuxième partie, là, on passe en mode gangster, piou-piou. Il bandito, quoi. Ouais, bandit, c'est le braquage, le truc et tout. Moi, j'aime bien la deuxième partie, j'aime bien la première, j'aime bien les deux. Les deux sont très différentes. Okay. Mais je trouve ça cool, du coup, d'avoir des trucs assez différents comme ça et variés, quoi. Ouais. Ce qui est un peu moins le cas, je trouve, dans les deux autres qui sont beaucoup plus uniformes, quoi. T'as un bloc. Là, t'as quand même... tu jongles un peu en plusieurs parties, plusieurs segments. Après, le film est aussi dramatique que les autres. Ça, voilà. C'est un peu pas le but, mais le point principal de ce courant aussi, tu vois. Ouais. Et après, t'as une grosse vibe un peu américaine quand même par le noir et le côté un peu gangster, je trouve.
Même si, bon, les gangsters, tu vas me dire, les Américains qui font des films de gangsters, ils les font avec des Italiens, mais. Oui. C'est vrai. Non, mais voilà, du coup. Mais ouais, le film est cool. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. Mais. Moi, ce que je trouve cool, c'est que je le trouve assez surprenant comme film. Dans le sens où, du coup, effectivement, t'as les deux parties. Et en fait, toute la première partie, t'as l'impression que c'est genre juste une installation, mais qui, du coup, dure quasi la moitié du film, quoi. Ouais. Et du coup, derrière, tu t'attends un peu à rester dans le même mood. Et puis finalement, t'as un peu ce revirement. Et je trouve que le film, il arrive à rester assez inattendu tout le long. Et j'étais un peu, genre, devant, j'étais assez captivée, quoi. J'étais en mode, waouh. Ok. Je pensais pas qu'il pouvait faire ça, le film. Je trouve qu'à la fin, il y a presque une vibe un peu western. Je sais pas si t'as trouvé, mais un peu. Tu t'enlèves les voitures, tu mets des petites calèches et dans les rocheuses et tout. Ouais, c'est ça, dans les rocheuses avec les qui se tirent dessus et tout. Ça fait limite duel au soleil, quoi. C'est grave. Donc en vrai, c'est cool ce petit éventail de saveurs, un petit peu que tu picores au gré des envies, finalement. Ouais. Au gré des envies, carrément. De tes envies. Oui. Okay. C'est un film que j'ai trouvé le rythme un peu chiant quand même. Ah ouais. Il y a un moment, j'ai trouvé un gros creux et j'ai plus suivi le truc. Ah. Et jusqu'au moment où il y a les petites voitures et tout là, où j'ai repris le film quoi, mais comme en route, tu vois, c'est assez étrange. Mais je pense que je l'ai pas vu dans les bonnes conditions non plus. J'étais très fatigué quand je l'ai vu. Ah, c'est pas joué. Et un peu occupé en plus à côté, donc ça a un peu joué. Ouais, de ouf. Mais oui, sinon c'est un bon film aussi hein, quand même. Ouais, je pense qu'il y a moyen que tu le kiffes bien. Et effectivement, le côté deux parties est assez intéressant. Ok. Et donc voilà, moi j'ai rien de plus à rajouter. Moi je rajouterais sur ton film, il a les 5 dernières minutes du film, c'est un truc magnifique, je trouve. Okay. C'est vraiment d'une beauté. Après se penser, pourquoi il y a plein de trucs qui me font penser à plein d'autres trucs alors qu'il n'y a rien à voir. Mais un peu Grand Silence, tu sais, cette fin. Oui. Il y a vraiment une fin de Grand Silence, on est d'accord. Oui, il y a une fin western. Ouais. Il y a une tension de fou. Et tu sais où ça va finir. Et elle est longue. Mais c'est étiré comme ça. Tu sais où ça va en plus. Mais t'es quand même. Ça te tient, quoi. Ok. Et ouais. On parlera sans doute de la fin dans tes retours. Oui, je pense qu'il vaut mieux. De toutes les fins, je pense. De toutes les fins. Oui, parce que moi, j'en ai pas dit grand-chose. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ces 3 films. Je pense aussi. Voilà. On a voyagé en Italie dans les années 40. Voilà. Alors, peut-être voyager, franchement, pas sûr. Pas sûr. Peut-être pas la meilleure idée de voyage, mais ça a vu fin ça. Des années 40. Ça. Ouais, plutôt. Bon, bah écoutez. Je comprends pas pourquoi. Je vous propose qu'on donne les réseaux du podcast. Je crois qu'on n'a rien oublié. On peut passer à ça. On est disponible sur Instagram et Twitter @Studio7pod. Vous pouvez de toute façon retrouver ça dans la description. On est aussi sur Letterboxd, Studio 7. Et le podcast est affilié à l'association Super 7 que vous pouvez retrouver sur super7.fr et puis sur tous les autres réseaux, mais ça je vous laisse retrouver via Super 7. Pour nos réseaux à nous, je vous laisse aller dans la description. De toute façon, il n'y a que Pauline qui est active et elle est super aigrie. Donc, je suis un peu actif aussi de temps en temps. Mais... Ah ouais? Ouais, un peu. Je te vois même pas dans ma TL, tu vois. Bah ouais. Si, moi je le vois. Ah ouais? Tu me vois plus des cas. Oui, parce que je réponds à tes tweets. Mais bon, les frigos. Ouais, je suis un fantôme. Hein. De partout en plus, hein, vraiment. Donc voilà, t'es quand même studio à Lyon si vous voulez. Pirzal Studio, venez me voir. Pirzal Studio. N'hésitez pas, venez me voir. Voilà. Big up à eux s'ils m'écoutent. Je ne pense pas. Mais le podcast n'est pas sponsorisé par le studio de frigo. Non, mais la musique que vous ferez là-bas sera sponsorisée par le podcast. On va toucher les royalties. Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Puis voilà, écoutez, je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Non. Parce que c'est un peu compliqué, niveau plein de trucs. On va y réfléchir. Temps, préparation d'épisode. Mais on se retrouve pour un prochain épisode. Et tout à l'heure, on a parlé d'un tableau de Munch. Puis on ira plutôt sur un tableau de Hokusai. Je ne dis pas lequel, mais ça peut être un indice assez facile, mais quand même. On va être sur ce, je vous dis à la semaine, pas du tout, je sais pas quand. Salut.